Donc bonjour tout le monde, merci d'être venu nous écouter parce que donc Léna qui est à distance sera discutante avec moi aujourd'hui sur les questions de méthodologie. Donc je vous redis quand même la deuxième séance du séminaire doctoral, la première étant sur la question d'écriture, autour de la question d'écriture et des sources écrites, je crois. Et voilà. Et donc aujourd'hui, proposer de travailler plutôt sur la question des outils. Des outils et des discussions autour des méthodes qualitatives et quantitatives en fait, et de réfléchir un peu au lien. Voilà. Donc j'avais prévu de me présenter, je le fais parce qu'il y a au moins une personne qui ne me connaît peut-être pas. Donc Guillaume Nicolas, je suis architecte, enseignant dans cette école et doctorant au laboratoire. Et donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui des réflexions méthodologiques issues de ma thèse. Voilà, et comme je l'ai dit, donc Léna va être la discutante et on a prévu 3 moments de discussion plutôt que de faire tout un exposé et puis des discussions à la fin. Donc c'est en 3 temps et il y aura des éléments de discussion et puis on va gérer un peu le temps, on accélérera si besoin. On se dit 17 heures, c'est ça comme dans le carré. Voilà, donc la problématique générale de l'intervention, euh, c'est de réfléchir aux outils de la recherche qu'on peut mobiliser dans le cadre d'une enquête qualitative, mais dont le volume de données récoltées s'approche d'une dimension quantitative. Voilà. Et puis plus généralement, on pourrait dire d'interroger sous un angle pragmatique, au sens, on va pas faire une théorie méthodologique, mais partir de la situation concrète que j'ai rencontrée et que Léna rencontre aussi dans sa thèse, de partir de ces situations pour discuter la pertinence peut-être de la frontière entre ces deux approches quantitatives et qualitatives qui sont souvent opposées. Donc cette thèse s'appuie sur mon enquête, ma thèse qui est une enquête auprès de 40 agriculteurs, notamment j'ai rencontré 40 agriculteurs, ce qui du coup la situe un peu en intermédiaire entre le qualitatif et le quantitatif. Voilà, j'avais pas prévu d'avoir autant d'agriculteurs, mais au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et donc, que faire avec ces 40 témoignages. Alors, le plan d'intervention en 3 parties, je l'ai dit, avec chacune autour d'une question principale. Donc, la première question, c'est autour du corpus. Donc, comment délimiter un corpus dans le cadre d'un terrain qui est trop vaste pour espérer en avoir une vision exhaustive, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les recherches. Il y a des recherches qui sont sur un lieu particulier. Voilà. Moi, le terrain est très vaste. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vais intituler ça « Fouiller la multitude ». D'ailleurs, la petite image, donc c'est un artiste, Sven Saxelberg, qui a littéralement cherché une aiguille dans une botte de foin pendant 2 jours, l'aiguille qui avait été cachée par le commissaire de l'exposition au Palais de Tokyo. Voilà, la deuxième partie, c'est autour des indicateurs et de la qualité. Comment apprécier qualitativement le corpus quand on a un volume justement un peu conséquent, sachant que tout indicateur porte la plupart du temps une dimension quantitative. Donc voilà, ça pose éventuellement des petites contradictions, en tout cas des questions. Et puis le troisième temps, ce sera autour de la question de la corrélation. Quelle corrélation on peut établir sans avoir nécessairement une expertise méthodologique en statistique. Donc j'espère que ça va pas prendre l'allure d'un cours, mais bon, c'est un peu l'exposé de quelques outils. Voilà. Et partant du principe que les architectes sont pas forcément familiers. Alors, le séminaire doctoral est ouvert à tout l'ensemble de l'école doctorale, mais c'est vrai que c'est plutôt une école doctorale, on va dire, aussi sciences humaines, donc pas forcément avec pas forcément les outils statistiques. Donc là, voilà, j'ai dû un peu explorer ça, et je voulais vous exposer tout ça. Et donc, on peut aussi regarder tout cela sous l'angle de 4 activités de la recherche que cela implique, formulées par 4 verbes, donc délimiter pour le corpus et classer. Ça, c'est la partie 1, qualifier la partie 2 et corréler la partie 3. Alors, l'enjeu, l'objet de l'enquête, je ne peux pas parler de la forme, de la méthode sans parler un peu plus fond. Voilà, donc je vais présenter succinctement les objectifs et les hypothèses de la recherche. J'ai commencé la recherche en 2021, en automne 2021, et je compte la soutenir à l'été 2026, tout va bien. J'ai aussi juste une activité d'enseignement à quasi temps plein, j'ai eu quelques décharges de recherche, mais c'est pour expliquer aussi le tempo de la recherche. Donc, l'enquête, la recherche porte sur l'étude des transformations architecturales et paysagères que les agriculteurs font à leur corps de ferme traditionnel, je parle de ce principe-là, et voir comment ces agriculteurs les adaptent, ces corps de ferme traditionnels, aux modernisations de l'agriculture apparues en gros à partir de 1960. Les corps de ferme que j'étudie sont les Clos Masures du Pays de Caux, je vais revenir dessus, région donc historique située entre Rouen, Le Havre et Dieppe, donc à côté de l'école. Et cette enquête prend la forme cette recherche prend la forme d'une enquête architecturale à caractère ethnographique,
basé sur des entretiens semi-directifs, sur des observations de terrain de ferme et sur des analyses documentaires. Alors, l'enquête part d'un constat, qui n'est pas en fait une hypothèse, parce que ça c'est assez confirmé par la littérature, constat que l'agriculture est un champ de bataille aujourd'hui, entre d'un côté une voie industrialisée et de l'autre une voie néo-paysanne. Donc là, on est du côté clairement de l'agriculture, hein, pas de l'architecture. Alors ces deux voies, juste pour les expliciter un peu, pour contextualiser. La première, c'est donc la voie industrialisée, c'est la voie dominante depuis les années 1960. C'est un peu l'objet de la modernisation. Elle intègre les agriculteurs dans la production agroalimentaire industrielle et mondialisée, surtout mondialisée, enfin dès le départ mondialisée, dès 1960. Et cette voie est défendue notamment par le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, qui co-gère la politique agricole avec l'État depuis l'impulsion de la modernisation en 1960. Co-gère parce qu'ils sont majoritaires au niveau des élections et qu'il a fallu attendre 1987 pour qu'il y ait alors il y avait déjà un premier syndicat, un deuxième syndicat, mais il a fallu attendre 87 pour que un autre syndicat, la Confédération paysanne, soit créé et vienne formaliser cette seconde voie, en tout cas institutionnaliser plutôt cette seconde voie, la voie paysanne, qui est une voie alternative défendue dès les années 70 hein, par des agriculteurs militants et donc institutionnalisée en 87 autour de la Confédération paysanne. Ça correspond en termes professionnels des pratiques à une forme d'agroécologie forte, pour reprendre les termes de l'agronome Mathieu Calam, ce qui inclut aussi des critères de justice sociale. C'est pas une question de séparer des questions écologiques comme des questions techniques, mais aussi d'inclure des questions socio-techniques. Et au niveau international, cette voie est fédérée par la Via Campesina, qui a été créée au moment de l'émergence du mouvement altermondialiste dans les années 90. Alors, bon, ça, c'est plutôt un constat hein, partagé, que j'ai quand même bien sûr étayé, mais partagé. Et mon hypothèse générale est que l'architecture agricole, est le témoin de ce champ de bataille entre ces deux voies. Ça n'en est pas le protagoniste principal, mais étant présente sur le champ de bataille, elle peut en dire quelque chose. C'est mon hypothèse. Et qu'est-ce qu'elle va en dire? C'est l'objet de la recherche. Alors en particulier, j'ai une deuxième hypothèse qui est en fait un peu imbriquée à la première, qui est de dire que si l'agriculture industrielle a frappé d'obsolescence les constructions érigées à l'ère pré-industrielle, les constructions traditionnelles, qui sont souvent qualifiées comme peu adaptées parce que les machines ont grandi, etc. Peut-être que l'agriculture paysanne contemporaine, qui a un autre point de vue sur la question du machinisme notamment, peut-être qu'elle, elle saurait tirer parti de ces constructions traditionnelles et anciennes. Voilà, donc là-dedans, il y a un double mouvement. Un premier qui est d'étudier les deux voies de l'agriculture, voir ce qu'elles font à l'architecture. Et le second qui examine un peu l'inverse, c'est-à-dire ce que l'architecture peut dire de l'agriculture sous l'angle de ces deux voies. Donc, dit autrement, la première, c'est de dire, sachant qu'un agriculteur serait plutôt dans telle voie ou telle voie, qu'est-ce qu'on peut déduire sur son clos-masure, comment il l'aurait transformé, qu'est-ce qu'on peut déduire suite à la recherche, qu'est-ce qu'on peut prédire. Et à l'inversement, quand on arrive dans un clos-masure dont on ne connaît pas les pratiques agricoles, est-ce qu'on peut justement remonter aux pratiques agricoles? Voilà, il y a un double mouvement comme ça. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est pour que vous ayez un peu voilà. Et alors, j'ai quand même une troisième hypothèse, j'ai réalisé, donc c'est aussi l'intérêt de préparer ce séminaire doctoral, que je savais pas comment positionner, et en fait, qui est, à mon avis, encore en amont, qui est plus général, qui est la question de la prise de décision des agriculteurs sur les questions constructives, architecturales, et qui est de dire, donc cette hypothèse, elle est un peu moins polarisée, on va dire, par les questions des deux voies que la première, et l'idée, c'est de voir en quoi les agriculteurs ne seraient pas que des purs agents économiques, qui seraient purement avec une seule rationalité économique, et qu'il y a d'autres rationalités à l'œuvre. Alors la rationalité, on pourrait dire idéologique ou politique, bon ça c'est l'hypothèse 1, mais aussi d'autres rationalités culturelles et esthétiques, et voilà, et donc autour de la notion de patrimoine, et ça fait partie aussi de l'exploration de la thèse. Voilà, donc pour ça, j'ai choisi un terrain d'étude qui est donc cette figure historique et emblématique de l'architecture agricole traditionnelle du Pays de Caux, donc qui sont les clos-masures, donc on est en Seine-Maritime. Pour celles et ceux qui connaîtraient pas très rapidement, ça se définit par un talus périphérique érigé donc en périphérie du corps de ferme, qui est planté d'arbres de Auger, donc de grands arbres, comme on le voit sur la photo. Ce talus sépare l'intérieur de la cour qu'on voit ici de la plaine, qui est l'extérieur, qui est plutôt culture.
Je rentre pas dans le détail, mais il y a un contraste intérieur-extérieur assez fort, assez net. Et donc voilà, c'est pas un mur qui délimite la cour comme dans la plaine Picarde ou la plaine de Caen, mais une sorte de paroi de terre qui fait 1,50 m à 2 m d'eau en elle-même ensuite plantée d'arbres. Et à l'intérieur de la cour, donc là c'est plutôt ces dessins-là focalisés sur l'intérieur de la cour, les bâtiments, c'est la deuxième grande caractéristique. La première c'est le talus planté, la deuxième c'est qu'à l'intérieur les bâtiments sont dispersés. Ils se touchent pas, ils ont chacun une fonction particulière, historiquement la grange, l'étable, l'écurie, le cellier, la charretterie, etc. Voilà. Alors, question qui s'est posée assez tôt, c'est comment étudier, quelle clos masure choisir pour enquêter, sachant que j'avais pas de connaissances particulières du terrain, pas de connaissances personnelles. Et donc, voilà, première partie, délimiter le corpus avant de le classer. Et donc, je me suis basé sur. Alors, j'ai commencé par regarder ce qui s'était fait. Il y a eu un recensement en 2020, qui a duré de 2017 à 2020, fait par le département dans le cadre d'une procédure d'inscription à l'UNESCO, donc finalement qui a capoté, mais ils ont lancé plein d'études et ils ont échantillonné sur 40 communes, ce qui représente seulement 10% des 400 communes du Pays de Caux. Ils ont échantillonné et ils sont allés très exhaustivement, donc c'est tous les petits points de couleur que vous voyez et qui donnent l'état des clos masures. Hein. Vert, c'est bon état, rouge, c'est dégradé, et puis orange, c'est un peu intermédiaire. Et donc, on voit qu'il y a déjà sur ces 40 communes une multitude de clos masures. Si on extrapole à tout le Pays de Caux, on est à de l'ordre de 7200, 8000 clos masures. Voilà. Donc, comment sélectionner là-dedans évident. Alors, première restriction qui m'a aidé quand même, c'est que moi, je voulais travailler sur les clos masures qui ont encore vocation agricole, pas ceux qui sont devenus que des logements, des gîtes touristiques, etc. Alors, ça réduit, mais pas tant que ça, parce que le recensement toujours du département dit qu'il y aurait, parce que de l'ordre de 60% de clos agricoles, donc on reste à de l'ordre de 4000, 4200. D'autres disent 3000, après selon. Mais donc c'est quand même énorme, quoi. Et moi tout seul, avec recherche doctorale forcément solitaire, forcément avec peu de moyens, et en plus n'ayant pas ni d'appétence ni de compétences pour les études quantitatives, il ne s'agissait pas de lancer un grand recensement. Euh, et surtout que oui, moi j'avais cette motivation d'avoir une approche plutôt ethnographique, d'aller rencontrer les agriculteurs, de discuter avec eux, de prendre le temps de faire ces entretiens semi-directifs un peu longs, de visiter les fermes, etc. Voilà. Donc comment faire? Alors, d'ailleurs, bon, on pourrait discuter, et moi je suis pas du tout spécialiste de ça, mais du débat entre sociologie et anthropologie, et que certains, Beau et Weber, pensent que c'est dépassé. Voilà, d'un point de vue pragmatique, moi il fallait que je sélectionne un nombre réduit de clos masures. Donc voilà. Alors le nombre n'avait pas été fixé au départ. Rétrospectivement, donc l'enquête de terrain, j'ai terminé en octobre 2023. Voilà, ça correspondait à la début de troisième année de thèse, sur plutôt 5, on va dire. Et donc, le nombre finalement a été limité et dicté par trois éléments, trois critères. D'abord, la question de savoir si j'ai fait le tour de la question. Ça, c'était un point de vue, une question régulière, se dire finalement, est-ce que les critères que je construisais au fur et à mesure, j'arrivais à avoir un peu fait le tour de tous ces critères-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails des critères, mais c'était quand même la première question. Ensuite, autre limite, évidemment, le temps. Hein, la question de se dire je peux pas aller trop loin parce que j'ai pas le temps de les rencontrer et puis il faut prendre le temps de traiter les informations. Et puis, oui, et puis c'est l'autre limite, c'est rester dans un volume raisonnable pour pouvoir traiter les entretiens, etc. Le traitement des données, d'ailleurs, fait pas vraiment partie de l'intervention ici, le traitement au sens comment retranscrire, etc. J'ai finalement eu la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle ponctuellement et ça m'a quand même bien aidé là. Voilà, donc on pourra mais finalement le corpus lui-même, il y a une partie du corpus qui a été traitée à la main et puis une autre partie plutôt par informatique, ce qui permet de faire des sondages. Bon, on pourra en discuter si vous voulez. Donc au final, j'ai rencontré 40 agriculteurs. Donc c'est ceux que vous voyez en vert. Donc là, j'ai mis les communes et en petit leur nom. 40 agriculteurs qui sont pour la plupart, enfin qui sont et visités autant de sites agricoles. Hein. Donc à chaque fois, c'était une demi-journée voire une journée. La plupart donc dans des clos masures, mais également quelques constructions d'exploitation construites en dehors, dans la plaine, et aussi un silo de l'agro-industrie. J'ai aussi travaillé sur un terrain d'études, une commune, Bertreville-Saint-Ouen, dans laquelle il y a au final 9 agriculteurs. Ça, c'était plutôt pour avoir une approche territoriale. Donc, en gros, il y a finalement, il y a. Oui, alors ça, c'était juste pour se rendre compte aussi
bah voilà, un peu la multitude des photos aériennes, de ce que ça donne. Tout ça, c'est à la même échelle. Il n'y a pas les 40, là, il en manque un peu. Voilà ce que ça donne aussi comme volume à traiter. Et donc, finalement, il y a trois grandes raisons qui m'ont fait choisir et délimiter le corpus. Des raisons agricoles, donc soit, alors ce qu'on appelle l'OTEX, c'est l'orientation technique, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en polyculture, en maraîchage, etc. Soit les pratiques agroécologiques en rouge, soit, alors ce que j'ai appelé l'OPEX, je reviendrai là-dessus, c'est l'orientation politique des exploitations. Ça, c'est un truc que j'ai inventé ad hoc. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment des raisons agricoles. Il y en a en gros la moitié qui ont été définies pour ça. Et l'autre pour des raisons territoriales, donc le territoire de Bertheville-Saint-Ouen, 9, on va dire un quart. Et l'autre pour des raisons plutôt architecturales, de configuration du clos masure ou des choses comme ça. Euh, voilà. Alors, ça, c'est un point qui était important pour moi de bien clarifier, c'est que j'ai pas cherché à être représentatif des pratiques du pays de Co, mais significatif. Donc, juste pour préciser ce que ça signifie pour moi. Représentatif, ce serait un peu la vision justement qu'ont les sociologues, qui ont une dimension plutôt statistique, qui vont dire, mettons que 80% des agriculteurs dans le pays de Co pratiquent une agriculture industrielle, mettons. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est à peu près ça si on regarde les chiffres des syndicats. Par exemple, eh ben, il aurait fallu que je rencontre 80% de mes agriculteurs qui seraient de l'agriculture industrielle. Moi, ça m'intéressait pas. Je voulais justement plutôt voir un peu la diversité des panels des situations et donc de regarder ce qui était significatif des pratiques agricoles ou des pratiques architecturales. Euh, voilà, donc en cours de route, bah, j'avais un grand tableau de pilotage que je ne montre pas parce que c'est illisible, qui me permettait régulièrement de voir, bah, moi-même de me dire est-ce que tous les de construire mes critères et de vérifier régulièrement est-ce que j'ai rencontré tous les types d'agroécologie, tous les types de pratiques agricole générale, sachant que j'ai aussi éliminé certains. Il y avait des éleveurs d'escargots. Bon, je me suis dit c'est trop marginal, ça me semblait pas significatif. Voilà. Bon, ça pourrait se discuter, mais ça a été un peu la méthode obtenue. C'était un des gros points de méthode pour voilà, délimiter ce corpus. Donc on pourra revenir dessus, si vous voulez, dans la discussion, pour savoir est-ce que voilà 40 c'est un bon nombre. Bon, moi il me semble que oui, hein, je pourrais en discuter, mais est-ce que c'est trop ou trop peu? C'est peut-être trop pour les méthodes qualitatives, trop peu pour du quantitatif. Je me retrouve dans une situation un peu intermédiaire, mais j'essaie de la défendre et d'en tirer parti d'un point de vue méthodologique. Alors le deuxième point, toujours dans cette partie 1 sur le corpus, c'est la question du classement. Comment classer les éléments du corpus? Alors en fait, j'ai déjà un peu fait, puisque là, j'ai classé les éléments du corpus selon les raisons des choix méthodologiques. Mais assez vite, j'ai eu besoin d'analyser le corpus selon d'autres critères qui sont internes, on va dire, à la thèse, des critères agricoles, la surface agricole utile, c'est-à-dire l'étendue de terre cultivée, les modes de commercialisation, en architecture, par exemple, le nombre de mètres carrés de hangars agricoles, etc. Et donc, l'idée, c'est de regarder aussi un peu ce que ces questions de classement posent comme méthode. Ces questions de méthode de classement posent, voilà. Et je vais m'appuyer sur un critère qui est celui de la vitesse d'agrandissement des fermes. Donc la vitesse d'agrandissement des fermes, c'est de mesurer, c'est un indice qui a été inventé enfin que j'ai découvert moi à travers la thèse d'un géographe qui mesure le nombre moyen d'agrandissement d'une ferme, donc en hectares, rapporté à l'année, depuis le temps d'installation de l'agriculteur. Donc, si l'agriculteur s'est agrandi de 100 hectares, il avait 50 hectares, il a maintenant 150 hectares, donc il s'est agrandi de 100 hectares. S'il s'est agrandi de 100 hectares en 10 ans, bah, la moyenne, ça fait 10 hectares par an. Voilà. Donc ça, c'est un indice qui permet de mesurer ça. Et donc, bah, ça permet aussi un peu de qualifier, enfin de comprendre quels sont les... Et moi, évidemment que ça, j'ai jamais choisi quelqu'un par la vitesse d'agrandissement. Ça, je l'ai découvert après, mais c'est un des critères pour apprécier les attitudes agricoles et politiques des agriculteurs. Voilà. Donc, alors on peut donc une bonne manière, enfin une manière quand même synthétique de faire, c'est plutôt que de mettre ça dans un tableau, enfin il faut faire le tableau et puis en extraire par exemple ce graphique qui trie dans l'ordre croissant les agrandissements. D'ailleurs, il y a même des agrandissements négatifs, donc des rétrécissements. Il y a certains qu'on rétrécit. Donc ça donne cette première vision, on va dire synthétique, qui permet d'apprécier quand même visuellement, sans être expert en statistique. Là, on voit bien qu'il y en a quand même finalement presque la moitié qui n'ont quasiment pas grandi. Et puis à la fin, il y en a un, par exemple, qui a énormément grandi, et puis d'autres. Voilà. Donc on peut avoir une première aperçu comme ça.
Ensuite, il y a évidemment des outils mathématiques un peu classiques que je vais quand même nommer ici pour qu'on les ait en tête. Il y a des outils qui sont issus du tri, qui regardent le minimum et le maximum. Bon, voilà, le minimum -1, parce qu'il y a eu un rétrécissement, le maximum 38 par hectare par an. La médiane, c'est le milieu, je rappelle. Voilà, 1 hectare par an. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas exactement. Il y a des outils qui me semblent encore presque moins adaptés à ma situation. C'est la question de la moyenne. Donc, on peut dire que la moyenne, c'est 3,7 hectares par an, mais qu'est-ce qu'on a fait? L'écart type. Bon, ça, c'est les quarts types, ça mesure graphiquement, enfin, ça mesure l'écart autour de la moyenne. Bon, voilà, c'est un outil qui est sûrement intéressant, qu'on a plein de données et qu'on sait en tirer des. Mais voilà, moi, je savais pas trop quoi en faire. Donc, une des manières de faire, une autre manière, c'est d'essayer de fabriquer des classes. Donc, une fois qu'on a trié, de se dire, bah, il y a ceux qui s'agrandissent très lentement, ceux qui s'agrandissent lentement, moyen, agrandissement rapide et très rapide. Moi, je suis parti sur l'idée de faire 5 classes. J'aurais pu faire 3. Souvent, on dit d'ailleurs que les profs, quand ils évaluent les étudiants, un peu automatiquement, ils mettent, ils font des paquets mentalement de 3. Et après, d'ailleurs, les étudiants, on n'arrive plus à les sortir. Bon, c'est une autre question pédagogique. On les enferme un peu dans les classes. Moi, je me suis dit 5, ça me semble plus nuancé. Voilà. Et donc, alors une des méthodes, bah, c'est de créer les fameux quintiles. Donc, c'est on coupe en 5, à part égale, et puis on regarde. Mais dans ce cas-là, et d'ailleurs j'ai fait exprès de prendre ce critère-là parce que c'est très peu régulièrement réparti, ça marche pas parce que on voit que le premier quintile c'est celui-là, le deuxième quintile c'est celui-là, ils sont quasiment identiques. Donc faire 2 classes de ça, 2 classes différentes, ça n'a pas de sens. Et à l'inverse, faire une seule classe de ces derniers où il y a quand même 10, enfin fois 10, hein, un facteur 10 entre celui-là et celui-là, ça n'avait pas tellement de sens. Donc, la méthode que j'ai employée et j'ai vérifié, elle est auprès d'une professeure d'économie que je connais, qu'elle est rigoureuse. En fait, c'est de faire un classement plutôt visuel, mais qui peut être, je vais expliquer comment il est rigoureux, et qui permet de faire des paquets qui sont plus homogènes. Voilà. Donc là, je les ai mis comme ça, donc et j'ai mis des couleurs pour qu'on les voit mieux, et puis en plus j'ai mis des petites frontières. Donc, agrandissement très lent, voire rétrécissement, donc entre -0,1 et 0,3, lent, modéré, rapide et très rapide. Alors, pour construire ça, je vais juste rentrer un peu dans la tambouille parce que d'ailleurs c'est discutable, je vais en parler juste après. Une bonne manière de faire, c'est d'y aller par étapes. Parce que ce qu'on voit, c'est que graphiquement, là, l'échelle, bah, ça monte jusqu'à 40 hectares par an, hein, parce que lui, il est présent et il écrase ça. Donc, une manière de faire, c'est de procéder par étapes. On sélectionne en identifiant un saut qui nous semble significatif, la classe des plus importantes, on va dire. On la supprime ensuite et on refait le graphique, et à ce moment-là, l'échelle ici change. Et donc, on peut revoir ici un nouveau saut. J'enlève à nouveau, et puis ensuite, troisième étape, et là, dans les 3 autres étapes, on arrivait assez bien à, voilà. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que j'en arrive finalement à ce graphique-là. C'est quand même que c'est le plus objectif possible. Hein. Je sais même pas d'ailleurs, j'ai les numéros, je sais même pas qui est qui là-dedans. Je me souviens plus. Je regarde les trucs et j'essaye de faire des classes. Alors c'est des classes qui caractérisent mon corpus. Évidemment, ça caractérise pas tout le pays de Caux, puisque j'ai pas cherché à être représentatif mais significatif. Donc j'espère avoir vu un peu le panel très général. Je sais que le plus grand, c'est le plus gros d'agriculteurs de Seine-Maritime. Dans les petits, j'en ai eu pas mal, donc je pense que le spectre est assez largement bordé, mais ça ne veut pas dire que dans Seine-Maritime, la moitié des agriculteurs ne grandissent pas. Hein. C'est une bonne manière aussi de distinguer significatif et représentatif. Voilà, et puis j'aurais pu aussi évidemment faire un découpage différent, par exemple en mettant celui-là, je le remets ici, c'est plus lisible, celui-là tout seul dans sa classe, mais et mettre tout cela ensemble. Bon. Mais après, ça aurait fait des classes quand même très disparates en termes d'effectifs. Donc voilà, mais pareil, c'est discutable. Mais disons que c'est transparent, quoi. Au moins, la méthode est lisible. Enfin, le graphique est présent. On peut discuter de ça, mais du coup, de cette manière-là, ça veut dire c'est scientifique au sens, c'est pas arbitraire, quoi. Euh, Voilà, donc ben voilà, non mais j'en ai fini pour cette première partie-là. Les prochains points, ben, on va essayer de montrer d'autres choses qu'on peut faire avec cette question de la matière. Et voilà, et donc la discussion que Léna va peut-être lancer, et puis qui peut être aussi avec vous, c'est de réfléchir un peu à ces questions de délimitation de corpus. Peut-être pas tant sur le fond, parce que on a chacun notre terrain, nos sujets complètement différents, mais peut-être sur la question de la méthode, voilà, et délimiter, classer, est-ce que c'est des choses... voilà.
C'est peut-être bien de préciser que pour l'organisation, l'idée, c'est que l'ENA, Oui, ça j'ai dit au début. après, Ouais. c'est bien. Voilà, donc il y a 3 moments de discussion lancés par l'ENA, qui était l'idée que Oui, merci Guillaume pour cette intervention. Ouais, on s'était dit que ça pouvait être pas mal plutôt que avoir toutes les informations à la fin et ne plus savoir vraiment par où commencer, pouvoir faire ces 3 temps un petit peu distincts. Donc moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup parce que donc dans ma thèse, j'ai évidemment eu besoin aussi de faire ce travail de délimitation du corpus. Donc, pour recontextualiser rapidement, donc moi, ma recherche, donc, elle vise à caractériser des espaces publics du centre-ville de Rouen pour vraiment comprendre un peu plus finement les ambiances thermiques, leur perception thermique aussi, et les interactions entre les 3 dimensions que sont donc la forme, le climat et le comportement, leur influence sur le ressenti et sur l'expérience de l'espace par les usagers. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment 3 méthodes qui viennent se mettre en place et qui doivent ensuite essayer de communiquer entre elles. Donc, par exemple, pour la méthodologie autour de la forme, où je vais avoir plus classiquement faire une analyse architecturale. Le climat, j'ai pu donc faire des relevés thermiques sur le terrain pour justement essayer de capter ces ambiances thermiques. Et enfin, pour le comportement, j'ai fait des entretiens dans chacun des espaces sélectionnés. Donc la première étape, comme disait Guillaume, c'était de savoir comment on sélectionne ces espaces-là, sachant que pareil, je ne pouvais pas forcément faire tous les espaces de la ville de Rouen, d'autant plus que je multipliais, on va dire, 3 méthodologies qui devaient ensuite discuter entre elles. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre 3 espaces qui pouvaient être assez caractéristiques du point de vue des spécificités de Rouen, euh, avec possiblement des aménagements un petit peu variés, que ce soit d'un point de vue donc, du rafraîchissement urbain ou de sa morphologie ou d'aménagements qui ont été faits récemment. Et puis déjà, ça permettait, on va dire, de faire un petit peu du tri dans tous ces espaces-là. ah. Léna, on t'a perdu. Est-ce qu'on a quelqu'un à distance? Attendez, Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est chez elle? C'est ça? Léna? oui, vous m'entendez? Oui, t'as été Ouais. coupé 1 seconde à peu près. Ah, 10 mince. secondes. 10 secondes. Ok, ouais, ok. Bon, de toute façon, voilà. Ce que je voulais dire, c'était que ce choix donc de limitation du corpus, c'est quelque chose effectivement qui s'impose un petit peu à nous tous au moment venu. Euh, donc, comme je disais, donc je répète juste pour être sûr que tout était, savoir où est-ce que je me suis arrêtée. Donc moi, il y avait vraiment spécificité architecturale, spécificité thermique et d'aménagement donc qui rentraient en jeu. Tout ça dans l'optique de renforcer, en fait, dans l'idée de renforcer l'identité de Rouen et de savoir ce qui confère une attache particulière aux usagers de ces espaces-là. Donc, pareillement, je me suis un petit peu appuyée sur des critères, des thématiques qui ont ensuite permis de recentrer, de rediminuer, on va dire, les espaces possibles. Donc, comme les indices d'îlots de chaleur urbain, la morphologie, le contexte, les éléments, ou, voilà, comme je disais, les espaces qui ont fait l'objet d'aménagements particuliers. Donc, pour revenir à la présentation de Guillaume, moi, il y a pas mal de questions, effectivement, qui rentrent enfin, que je me pose, en fait, que je me suis posée pendant ma recherche et qui me posent encore parfois question. C'est donc, tu as bien dit, par exemple, que toi, les critères de choix du corpus ne sont pas les mêmes que les indices d'évaluation après. Est-ce que c'est parce que, enfin, pourquoi en fait ce choix? Pourquoi les critères de sélection ne pouvaient pas être les critères d'évaluation? Moi, c'est vrai que je me suis basée justement sur ces critères d'évaluation, enfin, ces critères de sélection qui me permettaient de mettre en place mon évaluation après. Et toi, c'est pas forcément le cas. Donc, qu'est-ce qui a ouais, vraiment défini?
mis en fait ce changement de stratégie? Enfin, c'est peut-être pas un changement, c'était peut-être une volonté dès le départ, du coup. La Euh, littérature scientifique aussi, peut-être. non, mais t'as raison, il y a peut-être un premier truc qu'il faut préciser, c'est que par exemple, j'ai sélectionné donc 40 agriculteurs. Mettons qu'il y en a un que j'ai choisi parce qu'il faisait de la permaculture. Il se trouve que lui, il a peut-être une configuration que j'avais pas prévue, que je ne connaissais pas, qui était finalement intéressante. Et donc, j'ai pas eu besoin de choisir un autre agriculteur, un autre Comazure avec cette configuration-là parce que j'avais estimé que lui l'avait traité. Je prends un autre exemple, je vais voir machin parce que c'est le plus gros agriculteur de la région, et puis je me rends compte que lui, en fait, il a vachement restauré ses clos-masures, donc j'avais plus besoin d'aller chercher quelqu'un. Voilà, donc le critère de choix, de sélection, de rencontre de l'agriculteur et de son corps de ferme, c'est fait au fur et à mesure. Alors je sais pas si je sais pas si tu nous entends, Léna. Oui. Il s'est fait, bon, je pourrais aussi un peu tout le monde, il s'est fait au fur et à mesure. Il n'était pas a priori, c'est-à-dire moi j'ai pas eu, je me suis pas dit je vais prendre 3 espaces parce que 3 c'est bien et qu'ils vont être représentatifs. J'avais même pas de connaissance de mon terrain a priori en fait. Et donc j'avais besoin, alors que par exemple pour toi, je pense que pour la ville ah ben on l'a perdu. Bon, donc je pense qu'elle, pour la ville de Rouen, elle a une connaissance a priori de la ville de Rouen qui l'aide à sélectionner des endroits représentatifs, si j'ai bien compris, dont ensuite qu'elle va ensuite qualifier par des indicateurs. C'est un peu gênant elle va revenir. Et, euh, et après, c'est vrai que l'autre point, mais je sais pas. Oui, peut-être faire tourner, et puis ouais. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous, ça vous parle tout simplement en termes de volume de corpus? Parce que finalement, je vois d'ailleurs que Léna, enfin, je sais pas, je crois qu'elle travaille sur 3 espaces, donc finalement, après, elle a beaucoup de données parce que elle fait des études de mesure, par exemple. Donc, mais en fait, c'est vrai que la DMI, alors en même temps, le corpus, c'est pas que les lieux, hein, c'est aussi les critères qu'on met avec, quoi. Euh, mais du coup, c'est pas exact. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même. Ah voilà. Tu nous entends, Léna? Peut-être si tu coupes ta caméra, c'est pas terrible, mais peut-être que ça aidera. Sinon, on peut l'appeler via WhatsApp ou quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, le micro est là, donc on peut. Mhm. Oui, par téléphone. Une question sur la rétroactivité des décisions, dans le sens où à quel point, des fois, tu post-rationalises ou as fait ton enquête peut-être de manière empirique, intuitive, et c'est maintenant que tu dis, bon, bah, finalement, les critères. Bah, c'est ça. En fait, c'est. Oui. Ouais, c'était juste pour illustrer. Ouais, c'est ça. Quand tu as le choix de ton corpus, quand tu as montré l'image de ressentiment qui existait, est-ce que c'était opportun et tu t'es dit que tu faisais ta thèse sur ce sujet, puis à un moment donné, tu as trouvé ça et c'était super. Tu veux dire, c'est ce camembert-là? Ah merde, j'ai pu partager. Attends. Il y avait l'identification de 7200 mesures et qui pouvait être un premier analyse de ressentiment de cartographie, mais on va dire que tu te dis, bon, bah, c'est une première là. Et pareil pour le nombre 40. Oui, attends, est-ce que c'était prédéterminé? Tu t'es dit, bon, je vais atteindre ce nombre. Tu t'es lancé, peut-être ça allait être 3, peut-être Juste, Léna, on a pris une autre question en attendant, qui est donc de savoir non, mais donc c'était. En fait, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que bon, il y a de l'intuition, mais en fait, j'ai passé un temps fou sur Google Earth, Google Street View et compagnie pour regarder merde, j'ai perdu le truc. Pour regarder là, pour le coup, la forme architecturale et paysagère. Passer beaucoup de temps aussi, y compris sur Facebook, enfin connaître un peu le réseau des agriculteurs, savoir qui étaient les personnes importantes. Donc ça, c'est un peu intuitif au sens. Enfin, la méthode, c'était d'aller large, quoi. Mais évidemment, au bout d'un moment, quand je me disais, lui, j'ai déjà vu ce genre de profil, c'est pas la peine d'y aller.
Donc, c'est à la fois intuitif, mais il y a quand même une méthode. C'était le but d'être justement le plus représentatif, significatif possible, donc d'avoir un peu le panel des situations. Moi, j'avais, je te dis, ce tableau de suivi où je savais quand même que, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas rencontré de producteurs de pommes de terre spécialisés là-dedans. Or, ça revenait régulièrement dans les entretiens, donc je me suis dit, bah là, il faut que j'en trouve un. Alors, je vais chercher, nanana, et un où il y avait pas mal de hangars, donc voilà. Et donc ça, c'était en cours de route, quoi. Et c'est sûr que j'étais un peu heureusement surpris quand je suis arrivé à 40. Alors 40. C'est vrai que c'est un petit côté marketing, c'est comme 99,99 euros, machin. En fait, dans les 40, il y a un site que c'est pas vraiment un agriculteur. Enfin, je le dis d'ailleurs, c'est un silo, c'est une coopérative. Voilà. Donc en fait, ils sont plutôt 39. Et puis si on regarde là, moi j'ai coupé moitié-moitié, mais les raisons territoriales, c'est vrai que l'idée d'étudier un village, donc c'est aussi un peu une tradition ethnographique, mais ça permet de saisir quoi? Une sorte de cohérence territoriale que t'as pas. Enfin, et ça m'a permis de rencontrer le maire, le service instructeur, enfin toute la communauté que tu peux pas choper à l'échelle d'un département. Donc ça, c'était intéressant. Mais comment j'ai choisi ce territoire? J'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est aussi je l'ai pris parce qu'il y avait des pratiques agricoles contrastées. Il y avait un maraîcher bio justement, et à côté de ces grands silos. Donc euh, parmi parmi les bleus là, les 9 bleus. Si je vais éclater, ben, bon, il y en a une partie, je savais même pas qu'ils existaient, je les ai découverts par le territoire, mais il y en avait au moins 2, je savais déjà, je les ai choisis pour leur pratique agricole. Donc, de fait, je force un peu le trait avec ce schéma-là. Bon, et en même temps, encore une fois, pareil, tout est enfin, relativement transparent quand même dans les raisons des choix, et c'est aussi pour illustrer, c'est encore une manière d'enfoncer le clou sur la relation agriculture, architecture et aménagement du territoire. Donc, voilà. Mais donc, 40, je savais pas exactement combien j'étais. Voilà, j'ai compté un retraité. Alors, il y a aussi, par exemple, un retraité qui est plus actif, qui est dedans. Enfin bon, donc c'est aussi pour ça que au final, d'ailleurs, on va le voir après, il y en a plutôt 30 sur lesquels j'ai vraiment pu avoir des données et des machins, parce que il y a aussi le père et le fils que j'ai vu 2 fois, donc je me suis dit bah ça compte comme 2 parce que ils ont aussi chacun eu leur époque et tout, et puis ils ont des sites séparés, voilà. Et bref, et donc d'ailleurs, et ça revient, enfin ça c'est un peu la suite, mais en fait mon corpus de 40, il y a des sous-corpus à 30 et puis il y a un autre sous-corpus à 20 en réalité quoi. Il y en a 20 avec qui j'ai vraiment toutes les données, toutes les photos, tous les machins, tous les bidules. Il y en a 30 avec qui j'ai réussi à avoir suffisamment de données pour pouvoir faire certaines choses. Et puis 40 avec qui j'ai vraiment fait des entretiens et avec qui j'ai pu aborder. Donc rétrospectivement, ça tombe sur 40. Non, mais c'était aussi la durée. Et puis bon, bah, les allers-retours avec mon directeur de thèse, Valérie Dillon. Et, mais par exemple, c'est vrai que j'avais vu un mémoire de master qui m'a foutu la pression parce qu'elle avait vu 18 agriculteurs. Ah, je me suis dit, au moins j'en fasse 18. Donc, non, mais donc j'avais quand même un peu ce côté. Voilà. J'avais un peu ce côté, ça m'a un peu parce que j'ai commencé par 1, puis 2. Enfin, j'avais pas de plan au départ précis sur combien j'allais en rencontrer. Mais au fur et à mesure, bah voilà, j'ai mes critères d'analyse, pas exactement les critères de choix, mais se sont étoffés, machin. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, il y en a encore 1 ou 2 que j'aurais aimé rencontrer. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Mais donc, j'ai aussi une frustration, mais il faut savoir fermer les portes. Et ça m'a fait du bien quand j'ai fermé les portes. Voilà. C'est juste une question par rapport, enfin, là tu mets par exemple 22% choisi par territoire, est-ce que tu n'as pas identifié une commune ou un territoire précis qui serait un espèce, qui aurait pu être un espèce de genre ouais, C'est celui-là, quoi. C'est celui-là. Voilà. Et en fait, je vais pas trop insister dessus, mais que j'ai choisi. Alors déjà, j'en avais fait au début, je voulais en voir 3. Puis Valérie m'a dit 3, c'est trop. Il a eu raison. Donc alors et 3 pour des raisons un peu différentes. Celui-ci, moi, j'habite à Dieppe, donc c'était un des critères quand même la proximité pour pouvoir y aller régulièrement. Parce qu'il y a 9 agriculteurs, il y en a que j'ai vu 2 fois. Il y a le maire, puis après il y a les services d'instruction, il y a la syndicat mixte de vêtements, bref, voilà. Et puis donc ça c'est les raisons pratiques. Et puis oui, il était un peu, enfin en tout cas il y avait le grand écart que je trouvais super intéressant entre cet agriculteur bio que j'ai rencontré parce que c'est mon maraîcher à qui je me fournis quoi, et puis comme c'est sur la route,
Oui, il y a aussi une porcherie industrielle. Et d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y avait un peu, au moins avec ça, j'étais sûr de taper dans le côté un peu plus industriel que, un peu du fait de mes hypothèses, j'avais tendance à aller quand même plutôt vers d'autres types. Et donc là, je me trouvais ça intéressant d'aller voir ça. Et d'ailleurs, cet agriculteur bio, d'un point de vue des positionnements politiques, il est pas du tout positionné. Mais il a des pratiques, voilà. Donc après, on va voir comment on peut justement essayer de qualifier. Bref, mais donc oui, c'était un peu un territoire test que j'ai choisi pour ça, pour ce grand écart. Il y avait aussi un clos masure abandonné. J'avais repéré. Voilà. Et d'ailleurs, cette commune, je l'ai découverte la première fois en allant visiter, la toute première fois au mois d'août, voir un clos masure, je n'avais jamais vu, que j'avais repéré dans la littérature. Et donc, c'était sur la route. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi ce paysage. Voilà. Donc, alors, peut-être pour répondre à Léna, mais du coup, je sais pas, tu nous entends, Léna? Ouais, Oui, je vous entends bien. ouais, super. Non, c'était peut-être pour continuer la réponse sur la question. Oui, parce que toi, finalement, oui, tu me posais la question de comment j'avais choisi euh, la distinction entre les situations enquêtées et les indicateurs. Et par exemple, mais moi, par exemple, tout simplement, j'ai des indicateurs, mais toi, j'imagine, c'est pareil, des indicateurs qui, typiquement, la vitesse d'agrandissement, c'est un indicateur qui est important pour comprendre la situation agricole à la pratique et le positionnement politique de l'agriculteur, mais c'est pas quelque chose que tu sais à l'avance. Enfin, il faut faire l'entretien, il faut faire des calculs un peu savants pour arriver à, enfin pas savants, mais il faut quand même avoir l'historique de. Donc, donc c'est pour ça que moi il y a une forme de distinguo, oui, entre le corpus. Donc certains indicateurs que je savais à l'avance et puis d'autres que j'ai dû, par exemple, voilà, le type de société, vous allez le voir, ça fait partie de mes critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis jamais allé voir quelqu'un parce qu'il avait tel type de société. C'est après coup que ça faisait partie de mes critères d'analyse, quoi. Par exemple, homme-femme, d'ailleurs, c'était une des questions qui m'a été posée à un moment. J'ai rencontré 2 femmes agricultrices. Je pense que, et je les ai pas rencontrées parce que c'était des femmes, parce que pour leur pratique, etc. Mais je pense que si j'en avais pas rencontré, si d'autres critères m'avaient pas amené à les rencontrer, sûrement que je me serais dit, il faudrait au moins que je rencontre une ou 2 femmes pour voir s'il y a, je sais pas quoi, est-ce que ça joue ou pas. J'ai l'impression que ça joue beaucoup au final, mais enfin, j'ai pas tellement axé, on va dire, autour de ça, mais voilà. Enfin, je pense peut-être que quand même ce qu'il y a d'intéressant dans ce que ça énonce en termes de méthodologie de travail, quand on s'attaque à un sujet dont on ne connaît pas les limites nettes, quand on n'a pas effectivement un corpus prédéterminé par une archive, par des éléments qui permettraient de situer dans le temps, dans l'espace, etc. C'est le côté nécessairement itératif de la méthode de cette alternance entre des critères de choix et des critères d'analyse qui s'articulent les uns aux autres dans le processus de réflexion même. Mais du coup, cette question-là, elle pose aussi nécessairement des problématiques de temporalité de la recherche et de capacité à recoller ou à retourner sur ces premières hypothèses ou ces premiers choix pour compléter par l'endroit où vous avez amené cette réflexion, la connaissance qu'on a eue des éléments associés. Donc, ça nécessite d'avoir la conscience que ça va impliquer des temporalités très spécifiques, ce type d'appropriation d'un objet et d'un corpus. Et je dirais, il y a critères de choix du corpus, critères d'analyse. Formulation de la problématique, tu l'as un peu dit, mais régulièrement, moi, ça a été un exercice, je me disais, qu'est-ce que je cherche, hein, donc régulièrement, problématique, hypothèse, et puis littérature, en fait, parce que moi, j'ai pas fait un état de l'art au début qui s'est terminé, il continue en permanence. Je vais vous montrer d'ailleurs des trucs que j'ai découverts assez tard, y compris, on va dire, dans l'état de l'art, mais qui m'ont servi pour la méthode d'analyse. Et donc tout ça a quand même cheminé de concert. Donc oui, il y a une forme d'intuition, c'est-à-dire que c'est pas... je pourrais rétrospectivement faire des liens avec tout ça, mais en même temps, c'était conscient. Enfin, je veux dire, j'étais conscient de ces allers-retours. Mais c'est vrai que c'est un peu une approche. Et après, peut-être juste un autre élément, peut-être juste dans la continuité de ce que tu dis, il y a aussi après un troisième temps qui serait peut-être la manière dont tu fabriques le récit, donc ce que tu fais un peu de la recomposition a posteriori. Et ça, c'est encore une autre temporalité du travail. Et après peu importe, tout c'est de réussir à présenter quelque chose de cohérent. Donc, on travaille d'énonciation
à la fin du travail. Donc, voilà, c'était plus en lien avec ce que tu énonçais tout à l'heure. Mais après, moi, c'est vraiment l'étude que tu nous as proposée là qui m'a amené à ces questions-là, mais notamment sur la question de la vitesse d'agrandissement des termes, on voit bien comment l'outil d'analyse quantitative ou d'abstraction, de l'analyse quantitative, etc., nous permet de voir émerger des choses. Mais c'est toujours le risque de qu'est-ce que ça cache ou qu'est-ce que ça ne dit pas non plus. Et notamment, moi, je me suis dit, quand tu as présenté cet élément-là, c'est intéressant de se dire, il y en a qui diminuent, il y en a qui n'augmentent pas, il y en a un qui quadruple sa superficie. Mais à un moment, la superficie totale, elle n'est pas exponentielle. Donc, les liens de cause à effet entre les éléments sont pas décorrélés ne peuvent pas être décorrélés les uns des autres dans l'analyse des situations. C'est-à-dire qu'on peut s'étendre si on a de l'espace disponible. Et pour ça, il faut que l'espace soit rendu disponible par d'autres processus. Donc, il ne faut pas non plus que cette abstraction du corpus cache des dynamiques qui sont des dynamiques qui les relient nécessairement les uns aux autres, même s'ils semblent numérairement ou statistiquement répondre à des logiques indépendantes ou des évolutions. Mais bon, on va en parler, c'est la troisième partie, enfin même la deuxième et la troisième partie traitent de ça, mais c'est un peu, on pourrait dire, la question de l'analyse et de la synthèse, hein, finalement. C'est-à-dire que oui, on pourrait compter combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, combien il y a de t-shirts blancs, combien de machins. Enfin bon, il faudrait qu'on ait une hypothèse derrière, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt sinon, mais mettons qu'on ait une hypothèse, voilà, et puis ensuite, en effet, et d'ailleurs, la question dans la corrélation, c'est pour ça que ça reste une méthode qualitative, c'est que les raisons, on en parlait, sont ensuite, évidemment, enfin, c'est les entretiens. D'ailleurs, en fait, la méthode est quand même partie d'entretien. Et semi-directif, et c'était pas des questionnaires à remplir. Et d'ailleurs, avec du recul, j'aurais quand même dû avoir une feuille, ça m'aurait vachement aidé, plus systématique, où je notais ces informations plutôt que de retranscrire, d'aller rechercher. Bon, ça c'est une petite erreur de méthode. J'ai pas assez vite pris conscience de cette dimension un peu systématique de récolte d'informations. Ça m'aurait aidé à l'avenir. Mais c'est sûr que l'interprétation de tout ça est issue des entretiens. Un peu des visites pour observer, mais surtout des entretiens pour comprendre comment les personnes elles-mêmes font des liens ou pas entre les choses. Je te suggère que tu avances sur ta deuxième partie, parce que en fait, là, ça fait 1 heure et on voit bien qu'en fait, il y a des choses qui vont être jusqu'à la fin de la discussion. Donc, si tu veux avoir le temps de faire les 3 dernières fois avec Léna et qu'il y ait une discussion un peu plus générale à la fin, on peut avancer. Si ce n'est que, à mon avis, il ne faut pas opposer la méthode quantitative et qualitative. Elles sont complémentaires. Et à mon avis, ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est plutôt le qualitatif. Donc, c'est à la recherche de la diversité des critères et moins la représentativité d'un phénomène. Ce que tu essayes de voir, c'est dans ton corpus de cas de figure, tu vas avoir le maximum de cas différents. Non et peut-être ce qui manque, et donc ce qui veut dire que même ceux qui sont pas représentatifs, peut-être que ceux qui sont dans une qui sont sur des nouveaux types d'agriculture, enfin, ceux qui s'occupent plantent des escargots, enfin produisent une production d'escargots sont intéressants, mais dans ton corpus, parce qu'ils préfigurent peut-être une autre manière de penser l'agriculture, une autre manière aussi de penser aussi le masure, la manière de penser l'agriculture. Bref. Ben, si tu veux, parce que moi j'avais du mal à entendre, mais ça m'intéresserait d'avoir ton regard de sociologue, enfin de sciences humaines, je veux dire, au sens, je sais pas comment mais là c'est un peu compliqué à distance, et oui, c'est intéressant. Et les escargots, à quel titre je les expulsés voilà, c'est. Non, mais il y avait de l'aquaponie. Et je trouve que tu n'as pas assez dans ton critère. C'est très bien, je trouve ça très intéressant. Il me semble qu'il faut peut-être que dans les critères de diversité, il faudrait que tu mettes des choses qui ont rapport à la forme et à l'architecture. Tu parles beaucoup de quantité, tu vois, ou de phénomènes. Enfin, est-ce que les cultures, enfin les clomasures, à partir d'une agriculture qui va très vite ou lentement, ce qui est plutôt intéressant. Tu as peut-être aussi des critères humains à mettre en place. Est-ce que l'agriculteur
Et je pense qu'il y a des là éléments depuis très longtemps? Est-ce que tu vois? il y a des éléments de réponse qui vont arriver juste là, sur la question justement, par exemple, des critères humains, peut-être, je pense. Je te propose de dérouler et puis Pardon, ok. Est-ce que j'ai toujours le partage d'écran? Je sais plus où j'en suis. Oui. Ouais, c'est là. Alors, du coup, la deuxième partie, c'est compliqué de le dire. Donc, le deuxième point que je voudrais exposer, c'est la construction ad hoc, donc en situation non préméditée, d'un indicateur pour qualifier ce corpus et le qualifier en lien avec ma problématique sur laquelle je ne vais pas revenir, mais donc et que j'ai appelé un indice d'orientation politique des exploitations, donc OPEX. C'est un petit clin d'œil à l'OTEX, parce que dans le monde agricole, l'OTEX, OTEX, ça veut dire orientation technique des exploitations. C'est un critère de l'INSEE statistique qui permet de savoir si on est plutôt en polyculture élevage, spécialisé bovin, spécialisé dans les porcs, les machins, etc., grande culture, maraîchage. Mais tout ça nie ou gomme en tout cas la possibilité au sein d'une même orientation technique d'avoir une voie plutôt industrielle ou une voie plutôt paysanne. Et donc finalement, régulièrement, je me disais, mais voilà, appelons ça OPEX, ça fait un clin d'œil. Et voilà. Alors donc, pourquoi construire cet indice? Parce que typiquement, au début, intuitivement, je me disais, tiens, telle personne, elle est plutôt paysanne et aux paysannes, l'autre plutôt industrialisée. Mais sur quels critères fonder ça? Parce que pour le coup, là, pour une thèse, il faut quand même fonder, argumenter et étayer les choses. Et donc, voilà, sur quel argument s'appuyer? Et puis, plus encore, comment réussir à nuancer les situations réelles que j'ai rencontrées, sachant que tous les agriculteurs ne se situent pas à un extrême. J'aime pas le mot extrême parce qu'il y a galvaudé, mais proche d'une polarité ou de l'autre polarité. Il y a des situations un peu plus indéterminées, un peu plus mélangées. Il y a un journaliste qui s'appelle Nicolas Legendre qui a fait une grande enquête sur le monde de l'agro-industrie, qui a écrit, s'appelait Silence dans les champs, qui est sorti il y a pas longtemps. Il a écrit un article dans l'économie politique un peu plus formalisé, et il disait ça que je vous cite, quitter la matrice agro-industrielle nécessite souvent un capital de départ, des compétences techniques solides, ainsi qu'un environnement local favorable. Et dans beaucoup de cas, les agriculteurs font un pas de côté. Ils diversifient leur production tout en gardant un pied dans les filières industrielles. Donc voilà, chaque agriculteur fait un peu avec ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Donc il y a cette polarisation, et avec ce qu'il peut aussi faire, etc. Et donc il fallait réussir à en tenir compte. Et donc voilà, sur cet échiquier, donc je tiens quand même que c'est un échiquier polarisé entre deux voies, mais que la plupart des agriculteurs se situent donc dans une situation pas forcément radicale et tranchée, mais plutôt nuancée et complexe. Voilà, donc comment ne pas caricaturer la situation tout en maintenant l'existence de ces deux pôles. Et donc, voilà, d'où l'idée de conserver cette nuance, cette diversité des profils, tout en restant lisible sur cette polarisation. Bon, je me répète un peu. Et donc, la solution, c'était définir cet indice. Alors, je l'ai dit, je l'ai construit ad hoc en fonction de ma problématique, mais aussi des données que j'avais, parce que d'ailleurs, je l'ai construit après avoir terminé l'enquête. J'ai construit 3 mois, 4 mois, même pas, je sais pas. Donc c'était au moment de l'écriture arrivant là, je me suis dit, il faut que je trouve une manière de qualifier tout ça. Et donc construit à partir des données récoltées durant les entretiens, durant les visites, et aussi ce qui était disponible sur Internet. Typiquement les statuts des sociétés, ça peut se trouver sur Internet. Il y a des éléments qu'on peut retrouver, des mesures de hangar. Moi, j'avais pas fait de relevé particulièrement sur place. J'étais pas avec mon télémètre, mais ça, j'ai pu refaire grâce à Google Earth. Un peu très précisément, j'ai recroisé pour être sûr que c'était bon. Et donc à l'échelle où moi je me pose, c'est largement suffisant. Voilà, donc construit ad hoc. Et alors il s'inspire c'est aussi parce que je me suis plongé, toujours cette histoire de littérature un peu quand même au fur et à mesure, dans ce manuel d'agriculture paysanne. J'ai mis la photo parce que bon là, personne ne s'intéresse vraiment à la situation, mais il y en a peut-être en ligne. Il n'est pas facile à trouver. C'est édité par la FADEAR, qui est une association qui promeut l'agriculture paysanne, qui est quand même une émanation de la Confédération paysanne, qui a défini une méthode pour évaluer. En fait, c'est une auto-évaluation, alors qu'on peut faire accompagner, que les agriculteurs font pour savoir un peu comment ils se situent par rapport à l'agriculture paysanne. Il y a 6 thèmes qui sont là, autonomie, transmissibilité, développement local, répartition, travail de la nature, qualité, qui sont qui sont eux-mêmes déclinés en 29 critères et eux-mêmes notés avec un système de points
de 0 à 4 par critère à peu près, je sais plus, et qui arrive, ou 0 à 10, et qui arrive au total sur un total de 300 points. Alors, on a l'impression d'être dans les trucs HQE, là, tous les trucs qu'on fait dans le monde du bâtiment, voilà, qui sont pour le coup carrément quantitatifs. Hein. On est en train d'additionner des torchons et des serviettes. Hein. On additionne des critères de transmissibilité, des choses, des capitales. Alors, le capital, ça peut s'additionner, c'est un vrai chiffre. D'autres travaillent avec la nature, on peut additionner du bio. Bon, bref. Mais je me suis dit, c'est quand même sérieux, ce travail-là. Il y en a plein d'autres qui le font. Finalement, peut-être que je peux me baser là-dessus pour essayer, enfin, en tout cas, c'est mieux que d'y aller au doigt mouillé en essayant de se dire tel agriculteur, il m'a dit ça, donc il est plutôt il est paysan ou plutôt paysan. Bon, bref, je savais pas trop comment en sortir. Et donc, je me suis dit, je vais faire un peu la même chose. Je vais définir des thèmes. Donc, moi, j'en ai que 5. Je vais définir des critères. En fait, j'en ai que 7. En fait, à la base, j'ai défini des critères et puis après, je me suis rendu compte que certains se regroupaient en thèmes. Et puis j'ai fait un système de notation de -20 à 20 qui -20 étant le plus néo-paysan et 20 étant le plus agro-industriel, on pourrait dire. Voilà. Et donc, chacun des critères, il prend une valeur entière, -2, -1, 0, 1 ou 2. Voilà. Donc, on retrouve finalement les 5 classes que j'avais. Ça permet de traiter des données quantitatives en faisant des classes comme on l'a vu, mais ça permet aussi de traiter, je sais pas, les pratiques agroécologiques. Je vous donne un exemple là parce que, alors j'affiche. Hein. Donc là, moi, j'ai mes 5 thèmes, j'ai mes 7 critères. Les critères sont tous notés de -2 à 2. Et puis, quand il y a un thème qui a 2 critères, chaque critère est x1. Et quand un thème n'a qu'un seul critère, donc même, il est x2. Et donc, ça me permet d'avoir cette note sur 20 qui est assez lisible. J'ai essayé avec des notes sur 14 et tout. On va faire à un moment donné, c'est aussi cette question de présenter. Non, mais j'avais 7 critères, donc j'arrivais à 14, machin, et puis je me suis dit, mais attends, il y en a, c'est des doublons, donc on pourrait dire, mais tu donnes trop de poids à la question de la surface agricole. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a 5 thèmes. Ces thèmes-là, c'est des thèmes qu'on retrouve alors dans la littérature. J'ai pas le temps du tout de vous les développer là. Le petit mouvement, qui est un pied dans l'agriculture, on pourra en parler. Voilà, mais bon, je les énonce quand même. Il y a la question de la surface agricole, la sociétarisation des exploitations, le type de commercialisation, circuit court ou circuit long, enfin bon bref, pour faire simple, la question des pratiques agroécologiques et puis le positionnement politique affirmé ou pas des agriculteurs qui peuvent être représentants de la conf paysanne ou représentants de la FNSEA ou des situations intermédiaires. Je ne prends pas le temps de vous décortiquer ça parce que ça nous amène trop loin, mais voilà. Alors donc j'ai fait cet indice et donc ça permet, j'ai fabriqué cet indice. Ça permet d'avoir moi je trouve ça intéressant, ça permet d'avoir un aperçu global d'un profil. Alors là, je l'ai mis en forme sous la forme d'un échiquier, puisque je me suis dit, en fait, l'échiquier politique, c'est une formule qu'on utilise souvent. Ça permet donc de le présenter. Alors, c'est plutôt un damier, parce que moi, c'est les ronds ou un jeu de Go, non, un damier. À gauche, c'est l'orientation paysanne. On arrive à -2, donc quand vous jouez aux dames, vous devez aller là, ou à l'inverse, aller là, je ne sais plus exactement. L'autre, c'est l'orientation industrialisée, donc ça polarise cet échiquier, mais il y a plusieurs critères, et donc c'est pas tout le curseur à gauche ou tout le curseur à droite, il y a des nuances. Et puis alors là, je l'ai présenté, il y a des diamètres différents, parce qu'il y a des critères qui sont à x1, et des critères qui sont x2, c'est juste pour ça que voilà. Donc là, j'ai pris alors celui-là, il est fictif, j'ai pas d'agriculteur qui a ce profil-là. Ça fabrique au total une note de -3. Donc -3, on va voir, c'est plutôt quelqu'un qui est, pour moi, qui se trouve dans la classe plutôt indéterminée, quoi, qui est ni franchement d'un côté, ni franchement de l'autre, ni tendance l'un, ni tendance l'autre. On va voir ça juste après. Alors une autre manière de le présenter, qui est en fait celle que moi j'utilise pour moi et qui est quand même plus simple, parce que ça, je peux le faire directement sur Excel en automatisant, alors que ça, j'ai dû aller sur InDesign pour fabriquer le truc. Donc là, c'est juste la même chose, sauf que là, vous avez les 7 critères qui sont mis sur le plan égal. Et puis, voilà. OK. Alors, donc l'intérêt de ça, c'est que on a quand même une note, enfin un score, voilà, un critère, donc entre -20 et 20. Donc, l'agriculteur ici, mettons celui-ci est à -3. Donc, quand je vais parler ensuite dans ma thèse, de rapporter son témoignage, je pourrais dire que celui-ci, il est plutôt indéterminé. Je pourrais éventuellement mettre son profil si on veut comprendre, ou en tout cas, ce sera sûrement en annexe. Et puis, en tout cas, je peux dire que si on parle de tel critère, certes, il est très poussé en agroécologie, mais quand même, globalement, il est plutôt indéterminé sur l'échiquier. Donc, vision synthétique tout en gardant les nuances. Là, j'ai mis ici 4 profils pour le coup rencontrés. Parmi le plus, alors pour le coup, lui plus
paysan, hein, il a quasiment tous les critères. Lui, c'est l'inverse. Et puis des situations intermédiaires. Je t'aime bien prendre cet exemple-là, Gaëtan D, j'ai anonymisé. Non, mais parce que lui, par exemple, il a dans la SAU, il est plutôt il a +1, donc donc la surface agricole utile, il a plutôt une grosse ferme, 180 hectares. Mais il a jamais grandi et il est installé depuis 15 ans, donc c'est pas qu'il vient de s'installer, hein, donc il a fait le choix de jamais grandir. Il a des choix d'agroécologique très radicaux. Positionnement politique, lui préfère pas ouvertement se positionner. Commercialisation non plus. Il mélange circuit court, circuit long. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire que ça permet aussi de tenir compte de situations un peu plus nuancées et de pas et final voilà d'objectiver un maximum les scores obtenus. Voilà. Ça permet aussi, là je donne juste 2 exemples d'agriculteurs qui ont le même score global, mais des positionnements sur chacun des critères un peu différents. Voilà, donc c'est tout ça pour dire on n'écrase pas la nuance des individus, tout en gardant cette idée d'une polarisation qui me semble fondamentale pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je crois que j'ai tout... Ah si, juste à la fin, voilà. Donc, alors là, pareil, c'est a posteriori, parce que moi je ne savais pas... voilà. J'ai fait mes petites notes, enfin, j'ai noté chacun des critères, j'ai compilé, j'ai trié avec Excel ou OpenOffice, c'est très rapide, hein, on trie les trucs, et puis j'ai fait le système des classes par couleur. Donc, et là, il se trouve que donc on a la classe clairement néo-paysanne avec un score qui va de moins, alors je les ai notés là, de -18 à -14, tendance néo-paysanne de -8 à -5, orientation incertaine de -3 à 3. 5 à 9 pour la tendance industrialisée et 11 à 16. Alors évidemment, la question se posait de savoir est-ce que où est le seuil de chacun des trucs, hein, c'est pas évident. Là, le seuil il est assez clair, il y a un saut manifeste. Là, il y a un saut aussi assez manifeste. Là aussi, là-dedans. Après ici, c'était le score de 10. Hein, c'est peut-être ça qui m'a aussi un peu fait basculer, décider à savoir si le 25e il était plutôt tendance industrielle. Mais à la limite, c'est pas très important puisque comme derrière il y a son score OPEX, on sait que lui il est à -9, lui il est à 10 et on sait qu'ils sont assez proches. Mais ça permet quand même de se dire, bah voilà, de qualifier ce corpus a posteriori et de me dire que bon, bah, finalement j'ai réussi, enfin, je suis plutôt content de ça, à avoir là pour le coup quelque chose d'assez où chacune des tendances est représentée de manière à peu près équitable, quoi. T'as pas dit pourquoi finalement tu étalonnes 30 et pas 40? Ah oui, alors, tu avais un peu dit tout à l'heure, c'est que dans mon corpus de 40, j'ai pas les infos pour tous. Alors pourquoi? Il y en a un, il est retraité. Il est connu, il est président d'association, etc. C'est quelqu'un de super intéressant. Mais il est retraité. 2, sa ferme a été reprise par un agriculteur que pour le coup, qui est dans les 30. Donc je pouvais pas compter 2 fois le même site. Voilà. Il y en a un autre qui est retraité, mais que j'ai compté dedans, mais lui, il vient d'être retraité, ça vient d'être repris, et c'était encore frais, alors que l'autre, il est retraité depuis plus longtemps. Et donc, voilà. Il y en a un, c'est le père, le fils, ils sont ensemble. Voilà, oui, ou c'est qu'il y avait des doublons, des choses comme ça. Il y avait un silo agro-industriel. Donc voilà, donc 30, alors 30, pareil, ça fait chiffre rond, mais vraiment, c'est pas, j'ai pas forcé le truc, quoi. Et voilà, et donc je crois avoir tout dit sur ce que je voulais présenter sur cet indice. Donc finalement, voilà, il y a 8 néo-paysans, 6 voilà, et puis que 4 en tendance industrielle. Mais encore une fois, si lui, je le fais passer dans tendance industrielle plutôt que clairement industrielle, ça fait 5 et 5. Bref, finalement, un panel, pour le coup, assez équitablement réparti. Et ça aussi, c'était peut-être un peu intuitif parce que pour le coup, enfin, c'était tous mes critères que j'avais pas réussi à compiler. Euh, voilà à quoi j'aboutis. Léna? Alors, Léna, il faut remettre le téléphone, à moins qu'elle soit reconnectée. J'arrête le partage. Léna, ton micro est coupé, mais là, peut-être qu'on t'entend. Non, non, parce que là, elle a coupé son micro, mais peut-être que ça marchait bien au début. Ouais, alors on reste avec le téléphone. Vas-y, Léna, pour voir. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Ouais. Alors moi, en voyant ton dernier graphique, j'avais une question. C'était si par exemple tu dis bon justement que tu avais un échantillon à peu près équitable donc des différents profils de tes agriculteurs, tu aurais été prêt si jamais tu n'avais pas eu
équitabilité, on va dire, de refaire des entretiens pour essayer justement d'aller vers cette équivalence des profils. Ben là, c'est pas de l'Uchronie, mais un peu quoi. Donc je sais pas ce qui me serait arrivé. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait parce que non, je pense que non. Enfin, je sais pas où je sais pas où ça m'aurait emmené. Disons qu'il y avait quand même, je pense, mine de rien, avec tout mon tableau, j'aurais dû le montrer, mais il est horrible, donc je vais pas vous le montrer. Mais avec tous mes petits indicateurs intermédiaires que j'avais, je pense que c'est pas un hasard. Voilà, si j'en suis arrivé à un truc équilibré. Euh, Oui, finalement, c'est un aller-retour, un regard constant, on va dire, sur les données, sur les profils que tu avais interrogés au fur et à mesure du temps encore. Et puis par exemple, tiens, non mais pour répondre, peut-être que tu as raison. Là, il y en a 10 qui sont pas là-dedans, hein, puisque j'en ai compté, j'ai calculé l'OPEX sur 30 et pas sur 40. Les 10 autres, ben, il y en a un, il était gérant d'un site de coopérative agricole clairement industrialisé. Donc bon, lui, il est pas agriculteur, mais donc je sais pas, hein, dans tous les 10 ans plus qu'il y a. Bref, mais je sais pas ce qui se serait passé. Après, peut-être que ça aurait pas été très déséquilibré, donc on aurait peut-être discuté avec Valérie, et peut-être que ça aurait été pas gênant, ou au contraire, il aurait peut-être fallu que je compte. Non, je cherche pas à être représentatif, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant de se dire que dans le corpus, j'ai rencontré, puisque je cherche à être significatif, d'avoir rencontré un peu sur la question, parce que là, c'est pas la question des pratiques agricoles en elles-mêmes. Par exemple, c'est assez déséquilibré si on regarde les OTEX, les orientations techniques des exploitations. Là, je l'ai pas mis, mais en fait, j'ai la moitié qui sont en élevage bovin, mais en même temps, c'est assez pour le coup représentatif des situations là. J'en ai un quart qui font plus d'élevage mais d'agriculture, et j'ai très peu de maraîchers. Et donc ça, c'est déséquilibré, mais en même temps, moi, ça me gênait pas que ce soit déséquilibré là, parce que voilà. Donc moi, je suis plutôt content qu'au niveau de l'OPEX, qui est quand même un truc central pour moi dans la thèse, d'avoir vu déjà un peu les deux extrêmes du spectre, et puis finalement que à l'intérieur, finalement, ça se répartit relativement équitablement. Une sorte de voilà. Mais bon, que serait-il passé, je sais pas. Ouais, j'avais une autre question. Attends, juste on pourrait dire qu'en fait, cet indice qui quantifie tout ça, finalement, il formalise des choses que j'avais, c'est pas que intuité, ou je sais pas quoi, c'est que régulièrement j'écrivais, je faisais des petits bouts de points avec moi-même pour savoir où j'en étais. Donc, c'est pas si étonnant que ça se traduit là-dessus, parce que voilà, moi j'étais plutôt satisfait d'ailleurs de voir qu'il y avait des bleus, c'est-à-dire des intermédiaires. Euh, voilà, des non situés, on pourrait dire. Ça, c'était un peu la surprise, mais je sentais bien que les deux gros pôles étaient bien renseignés, quoi. Pardon, je t'ai coupé sur la deuxième question. Non, il n'y a pas de souci. J'avais une deuxième question donc, concernant les données qualitatives. En fait, là, on parle beaucoup justement donc j'ai presque envie de dire de la transformation des entretiens en données quantitatives, mais est-ce que tu as utilisé un moyen de vraiment représenter les données qualitatives, mais pour garder vraiment vraiment le côté qualitatif. Je sais qu'il y a par exemple en méthode d'anthropologie, de sociologie, ou même qu'on essaye de mettre en place des outils pour pouvoir représenter vraiment le récit, on va dire, dans la recherche, dans la représentation, on va dire, et la corrélation, mais on va dire, on pourra y revenir plus tard, mais même dans un premier temps, j'imagine qu'il y a un moment où tu as peut-être mis en valeur le côté qualitatif sans forcément le transformer en schéma statistique. En fait, après, d'ailleurs, je vais en reparler dans la corrélation, mais il y a toute la question de l'analyse des entretiens. La valorisation, c'est plutôt par les verbatim, hein, c'est assez classique, c'est-à-dire dans le manuscrit. Je vais justement essayer d'expliquer les liens entre les phénomènes. Mais c'est plutôt pour les corrélations, mais pour essayer de comprendre les choses. Mais après, moi, j'ai pas fait de BD avec des gens avec des bulles. Enfin, je sais que ça se fait pas mal, non, mais j'ai pas travaillé la communication là-dessus. C'est plutôt littéraire, c'est pas visuel.
Mais après, il y a tout un travail énorme. Je peux montrer, il y a un logiciel qui s'appelle Scrivener qui est vraiment super. Moi, je m'en sers pas du tout. C'est un logiciel d'écrivain à la base. Allez, je fais le partage d'écran pour comme ça au moins, puisque hop, partager. J'espère que je vais pas avoir des trucs perso qui ont des notifications. Alors attends, comment ça marche? Arrêter le partage. Voilà, c'est Scrivener. C'est un outil qui sert à la base plutôt pour les écrivains, visiblement, mais qui permet d'agencer très facilement des bouts de texte. Alors, on pourrait faire autant de fichiers Word dans des dossiers machin, mais là, ça permet d'avoir. Alors là, j'ai pas ouvert. Ça, c'était si analyse d'entretien. Bon, bah là, ça y est, j'ai traité tout un truc, mais ici. Éviter de construire. Voilà, j'ai des verbatim avec les personnes à chaque fois, avec des thèmes que j'ai classés, que j'ai bougés, que j'ai machin, que j'ai barré quand je m'en suis servi. Et donc, ça a été ma manière de traiter les données qualitatives, enfin les données, oui, la question qualitativement. Après, il y a aussi la tout ce qui est photo, il y aura des dessins. Oui, pardon, oui, juste pour préciser ma question, c'est que, en fait, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu quand je me suis renseignée justement sur l'analyse qualitative, c'est qu'il y avait aussi des méthodes d'analyse qui consistaient à faire, par exemple, l'analyse par thématique, ou comme par exemple, Scrivener ferait un bon outil pour faire ressortir, pour aider dans le traitement des données et faire ressortir ces thématiques qui peuvent être soit récurrentes ou soit significatives justement d'une mode de pensée ou d'une mode de faire, et qu'on peut pas forcément faire ressortir directement par des graphiques, mais qui vraiment justement ces thématiques mettent en valeur justement d'autres données, quoi, d'autres types de données. Et le Scrivener, c'était exactement ça, c'est-à-dire que moi, j'ai retranscrit les entretiens. Quand il y avait un thème qui me semblait intéressant, bah, je créais un petit dossier, un petit bidule avec le nom du thème et que je renseignais, et puis après que j'essayais d'agencer. Donc, je pense que c'est exactement ça. Et en fait, ouais. Ces informations-là, ces données-là, tu t'en es servi pour la corrélation, donc pour la troisième étape. Ah bah, et puis pour bâtir le plan, enfin pour tout. Enfin, c'est parce que en fait, d'ailleurs, enfin, il faudrait que je le remontre les deux, parce qu'en fait, j'ai fait deux choses. J'ai deux fichiers Scrivener. J'en ai un que j'ai appelé plan de travail, dans lequel je notais. Moi, j'ai pas fait un journal de thèse type journal de bord, anthropologue, jour le jour. Parce que d'ailleurs c'était très fragmenté, que mon terrain était très varié, donc ça si. Mais par contre j'avais un fichier Google Doc où je notais donc quand même un journal de bord, mais je notais plutôt mes pensées, mes réflexions, mes articulations, ma problématique. Et au bout d'un moment il a fallu que ça je le digère, je le structure thématiquement et puis chronologiquement. Et donc ça m'a amené sur un truc qui est pas un plan de thèse mais qui est un plan de travail dans lequel il y avait les pratiques agricoles, les changements communs, les deux voies de l'agriculture, comment on construit, comment on paysage, et après des sous-thèmes. Donc ça, c'était une sorte de structuration de toutes mes données. Et puis j'ai utilisé ce même plan de structuration des données pour les entretiens, sauf qu'il y a des nouveaux thèmes qui sont apparus. Donc si on regarde, si on fait le miroir entre les deux, ben, on va se rendre compte qu'il y a certains thèmes d'ailleurs qui ont gonflé, d'autres qui ont disparu. Et donc c'est comme et donc tout ça. Ouais, tout ça, ça fait aussi un peu mes chapitres, mes thèmes de recherche, quoi. Je me suis rendu compte que le sol, bah, j'avais pas bien traité, que machin. Puis il y en a que je vais laisser de côté aussi, parce qu'il y a tellement de données, à un moment donné, il faut aussi savoir trier dans ce qu'on raconte, parce que sinon, c'est trop gros aussi. Là, pour le coup, on en revient aussi à la question du récit, de la restitution. Enfin, et tout ça, je vais essayer de l'orienter. Voilà, par exemple, les bungalows, les containers, bon, bah, j'ai eu des trucs, mais finalement, c'était trop anecdotique ou pas au service de la démonstration. Donc finalement, ça, je me rends compte, je le mets un peu de côté, quoi, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est juste pour continuer, tu vois, j'ai des petits drapeaux, des machins, des étoiles. C'était rétrospectivement, bah, je me suis rendu compte que bois versus métal, j'ai mis une étoile parce que j'ai un paquet de témoignages j'ai suffisamment de témoignages pour en faire une sorte de chapitre ou de thème de la recherche. Les hangars photovoltaïques, je savais pas que ça existait avant de faire ma recherche, quoi. Et donc, comme c'est arrivé et que j'ai eu plein de témoignages, ben pareil, j'ai mis une étoile. La couleur du bardage, bon bah finalement j'en ai deux qui m'en parlent et puis c'est finalement trop anecdotique pour moi. Enfin, donc je sais pas si ce sera une note, voilà quoi. Mais ça m'a permis comme ça de hiérarchiser toutes ces données par thème ad hoc aussi, en situation qui ont émergé du terrain, quoi.
Si c'est très clair ma réponse. Mais vraiment, Scrivener, enfin, pour ceux qui ont enfin, je trouve ça un super. Et je m'en sers pas du tout pour la rédaction, pour le coup, parce que moi, maintenant que j'ai mon plan, j'ai mes chapitres, là, je fais des petits fichiers Word à part. Voilà. Mais ouais, bah, c'est un outil qu'on m'a présenté au début. Il y a des chercheurs qui s'en servent pour écrire leurs trucs, mais en fait, comme c'est automatisé, quand tu veux faire un export, là, tu tombes dans les trucs d'informatique. Déjà que Zotero, c'est un peu chiant pour exporter, je m'en suis pas sorti encore. J'avais pas envie en plus de me prendre la tête avec des mises en forme et tout, trop compliqué quoi. Donc passer direct sur Word. Scrivener. Scrivener. Est-ce que je sais pas s'il y a d'autres. Enfin, Léna, peut-être que tu avais d'autres questions. Non, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public, Ouais. on va dire. Il y en a une. Retour par rapport aussi à tout ce qu'on a pu échanger ensemble. Moi, j'avais une petite question pour rebondir, parce que pour ça, la question une question ouverte, pas forcément. Mais c'est justement, je me posais la question, enfin, moi aussi d'entretien, de savoir comment je vais les analyser ou pas. Il y a des personnes qui m'ont conseillé ou parlé d'analyse textuelle. De quoi D'analyse textuelle. Ah oui, oui. Du type NVIDIA. Et du coup, je ne me suis pas bourré dedans, du coup, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas si certains sont familiers avec ça, et s'il y a une pertinence, Vous connaissez Non. C'est tout ce qui permet en analyse de discours, beaucoup, de faire émerger des références de termes, des références de champs lexicaux, des choses comme ça, et qui permettent justement en plaçant soit des documents très longs, soit des paroles très multiples, de faire du regroupement, mais vraiment soit sur des types de formulations, soit sur des champs lexicaux, donc sur du vocable un nombre de fois, où tel terme est utilisé, ou tel autre, etc. C'est beaucoup utilisé en analyse du discours, en analyse du texte. J'allais dire pour extraire de la donnée un peu brute avant de faire de l'analyse quantitative. Et après, je pense que c'est typiquement le genre d'outil où ça vaut le coup de regarder ce qui est dispensé en formation doctorale là-dessus. Parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de choses où les accompagnements existent quelque part où il faut aller chercher si on a besoin d'outils. Moi, je me demande quand même si ce genre de truc, à partir du moment où si tu retranscris toi-même tes entretiens, et si tu n'en as pas 100, enfin, tu vois, je me demande, c'est-à-dire qu'il y a une récurrence, à mon avis, qui sert si tu as une armée d'enquêteurs et que tu veux. Sur un ouvrage, les gens qui font l'analyse de type, l'analyse textuelle en sciences politiques ou en littérature. Moi, j'ai utilisé un petit logiciel, je sais pas quoi, qui s'appelle DocFetcher. Ça permet de chercher des termes dans les fichiers, un peu Word, enfin, parce que Windows, ça marchait pas bien. Et en fait, c'est assez pratique parce que tu peux faire pareil, enfin, un peu pas faire même avec Word, hein, tu peux demander, il y a un petit outil pour classer le nombre de termes. Alors évidemment, il y a le, la, les, machin, bon. Et puis assez vite, tu arrives sur tes termes forts. Mais je trouve que c'est vrai que c'est aussi la question de l'unité de temps, quoi. C'est-à-dire, si tu arrives à travailler de manière un peu concentrée sur ta thèse et que tu as tout en tête, finalement, ton cerveau, il mémorise quand même pas mal les thèmes, les choses qui reviennent. Et encore une fois, Scrivener, finalement, ça m'a servi à ça, tu vois, de voir quels sont les thèmes. Et puis, du coup, j'ai une petite étoile quand il y a un thème qui, visiblement, est suffisamment fourni pour que je me dise, tiens, mais bon, mais il y a sûrement d'autres outils un peu automatisés. Mais moi, je pense qu'il faut toujours faire gaffe entre le temps qu'on va passer à se servir de l'outil, à apprendre, et, voilà. Et tout ce qui est... franchement, tous les trucs de mise en forme automatisée, je pense que c'est quand même très compliqué. Donc, ça peut être assez compliqué. Moi, j'avais regardé parce que j'avais parti sur beaucoup de textes écrits, ça n'avait pas le coup de me lancer. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ces outils. Et du coup, on n'a plus de temps pour l'analyse. Une mise en perspective de points de vue différents. Chose pour répondre à Thuy. Déjà, je te conseille, moi je suis tombée sur une étude qui s'appelle l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, qui permet vraiment de décrire, on va dire, ce que c'est que l'analyse qualitative, qui décrit pas mal de méthodes d'analyse. Donc, il peut y avoir l'analyse en mode écriture, l'analyse en mode question analytique, phénoménologique, thématique ou à l'aide de catégories conceptualisantes.
Et en gros, ça permet au moins d'avoir un bon aperçu et de comprendre un petit peu si c'est adapté à ta recherche ou pas, s'il y a une méthode qui est un peu plus applicable à tes entretiens, tes données et tout ça. Ou en tout cas, dans tous les cas, c'est une bonne entrée pour comprendre ce que c'est que l'analyse qualitative. Donc, du coup, je répète, c'est l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales par Pierre Paillet et Alex Mutuelli, et c'est disponible sur Kern. Il y en a plein, hein. Il y a plein de manuels, il y en a des très faciles et qui se feuillettent très rapidement. Et en l'occurrence, je vous conseille Corcus, hein, qui fait un outil sur les nouvelles sociologies et les méthodes de sociologie. Il y a La Plantine qui fait un tout petit manuel très intéressant sur ce que ça veut dire l'observation ethnologique. Et puis vous avez aussi Weber que tu as cité, Guillaume, je pense. Ce sont vraiment des manuels qu'on regarde assez rapidement quand on se pose des questions, et je vous les conseille. Avec une introduction un peu générale qui vous dise le pourquoi surtout c'est le pourquoi de vous utiliser telle méthode plutôt que telle autre. Voilà, après vous interprétez, hein. Et vous avez aussi quelqu'un qui est assez intéressant. Surtout, c'est Howard Becker. Moi, je vous le conseille vraiment. Quelqu'un qui a écrit les ficelles de la recherche, les ficelles de la thèse et de la bibliothèque. Et il explique tout ça de manière très très claire, hein. Et la deuxième chose que je voulais dire, poursuis. Alors, je sais pas à quel point il y a des formations doctorales proposées par Sigal qui concernent l'analyse qualitative ou textuelle. Par contre, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est une formation NVivo, donc qui est un logiciel de retranscription pour des données qualitatives. Au-delà du fait que j'utiliserai pas le logiciel parce qu'il est payant de toute façon, donc je pense pas qu'on puisse le prendre pour l'école. Ça m'a vraiment permis d'avoir un point de vue de la manière dont c'était organisé, justement, des thématiques, des sous-thèmes, des verbatims, de comment, on va dire, essayer d'extraire toutes les choses. Et comme moi, c'était un petit peu tard parce que j'avais déjà commencé, ça m'a aussi permis, on va dire, de me rassurer ou de me convaincre sur la méthode que j'avais mise en place et sur le fait que j'avais instinctivement, finalement, on le fait les choses plutôt de la bonne manière, quoi, en fait, sans forcément passer par effectivement des logiciels très compliqués. Théo? Je vais faire un peu tard, très curieusement, qui est raconté. Du coup, de ce que j'ai vu de la manière dont tu présentes tes résultats, donc si je comprends bien, c'est une analyse, enfin, d'abord, une étude qualitative que tu cherches à représenter de manière quantitative, c'est tout ça? Oui. Et en fait, du coup, l'analyse quantitative que l'habitude de travailler, il y a une question de sensibilité ou au moins de marge d'erreur de mesure qu'on peut faire des calculs. Donc, je me demandais, est-ce que là, dans ce travail-là, il y a la possibilité de regarder un peu la sensibilité de ton résultat, dans le sens où le dernier topic que tu as présenté, par exemple, la partition, est-ce que ça se présenterait différemment si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, ou voilà, où est-ce qu'il y a un moyen de savoir un peu les limites de ce que tu fais, ou parce que quand c'est qualitatif, il n'y a pas du tout moyen de... Alors juste, je vais y répondre, mais le premier truc, c'est que pour moi, 40, on commence un peu à être dans le quantitatif. Même si les méthodes ont été, les entretiens et tout, mais d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas réussi à tous les retranscrire dans le temps, etc. D'où l'intelligence artificielle pour avoir un truc un peu brut dans lequel je peux chercher. Et donc, quand je disais quantitatif, c'était aussi parce que, en gros, j'ai fait une discussion aussi avec des sociologues, et puis il y a la question des entretiens fermés avec des questionnaires, tu vois, avec des armées d'enquêteurs, de sociologues, etc. Enfin, je dis armée parce que souvent, maintenant, les chercheurs, c'est plus eux qui font eux-mêmes, et ils font appel à des petites mains pour ça, parce que et donc c'est de la récolte de données, voilà. Et donc moi, il y a une part quand même de récolte de données, puisque j'ai 40 agriculteurs, hein, bon, 30 selon les trucs, mais avec des SAU, donc j'ai des chiffres, j'ai des machins, donc il y a quand même vraiment une dimension, il me semble, quantitative, sauf que j'ai bien conscience que mon panel, il est du coup pas
représentatif. D'ailleurs, il n'a pas été tiré au hasard. D'ailleurs, c'est très différent. Bon, t'as pas vu le début, mais le recensement que faisait le département, lui, il avait une dimension. Alors, c'était aussi des critères qualitatifs pour le coup, parce qu'il avait, mais il y avait une exhaustivité, il y avait des dimensions statistiques, ils extrapolaient. Moi, je cherche pas à extrapoler. J'ai bien conscience qu'avec le peu que c'est pas assez conséquent pour pouvoir extrapoler à d'autres situations, parce que notamment, il y a une surreprésentation de certains des paysans, par exemple, par rapport à la réalité sûrement du pays de Caux. Donc, je peux pas extrapoler, enfin, sous cet angle-là, mais je peux, au sein de ce corpus-là, essayer d'avoir une vision un peu quantitative, statistique. Enfin, c'est ça que j'ai essayé de montrer, quoi. Et de se dire que j'ai pas juste des verbatims qui me disent des choses et d'autres. Je peux quand même arriver à quantifier le nombre de mètres carrés de hangars qui ont été bâtis en telle et telle année. Là. C'est sûr que c'est pas, je le dis à un moment qu'on va parler de la corrélation, c'est peut-être pas très robuste au sens où il faudrait peut-être augmenter le panel pour vérifier si ces pistes-là, quantitatives, parce que je vais donner des chiffres tout à l'heure de mètres carrés, est-ce que c'est vraiment robuste ça, ou est-ce que mon panel est trop déformé? Mais comme il balaye le spectre et que j'ai une bonne corrélation, on va voir que ça me semble pas trop mal. Évidemment que c'est aussi lié à tel type de texte, d'orientation. Enfin bon, je précise bien quel est le périmètre limité. Donc j'ai conscience de la limite du truc. Et puis après, pour répondre aussi à ta question de la sensibilité du truc, j'ai testé des fois en me disant, si je mets ça en -1 ou 0, parce que par exemple, il y a un critère où c'est -2, il n'y a pas de note en -1, parce qu'en fait, j'ai un critère, c'est le type de société, j'ai que 4 types de sociétés. Alors, est-ce que je mettais -2, -1, 0, 1, 2? Ah oui, non, pour ça, je l'ai fait, pardon. C'est sur les types je sais plus lequel, il y en a un, et du coup, il y en a un où j'ai fait, non, c'est le nombre de sociétés. J'ai fait -2, il n'y a pas -1, il y a 0, 1 et 2. Parce que sinon, ça déséquilibrait tout. Enfin, j'ai testé, tu vois, mais ça, franchement, c'est vrai que je sais même pas comment le retranscrire dans une thèse. Je vais pas faire une annexe sur la sensibilité d'un sous-critère. En fait, je me suis dit que, tu vois, noyer un peu dans le critère général, ça me semblait. Enfin, je les explicite, hein. J'ai une page par critère, mais après la sensibilité de chacun des critères, je suis pas allé faire un petit machin pour montrer qu'est-ce que ça change, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être un peu la limite de l'exercice, mais puis c'est pas complètement central cet indice. Enfin, moi, ça va m'aider derrière à plutôt qualifier, mais donc s'il a -3 ou -4, franchement, ça change pas grand-chose, quoi. Enfin, au final, c'est juste qu'il est. Et du coup, au fait, le fait d'avoir fait des classes et d'avoir un saut, d'ailleurs, tu vois, ça va de -3 à +3 d'indéterminé, ça va de +5 à machin. Bon, alors un mec qui a +4, oui, alors il est entre les deux. Est-ce qu'il est orange, est-ce qu'il est bleu? Bon, il y aurait plus d'homogénéité de regarder avec des ouais, voilà, corpus. c'est ça. Voilà. Là, sur ce genre d'outil, c'est intéressant s'il est utile aussi, parce que quelqu'un qui reprend ta méthode, on obtiendrait à peu près la question, c'est est-ce qu'il reprend la méthode avec le même terrain, le pays de Caux? Pourquoi pas? Ça, je pense que ça a du sens. Si tu commences à faire exactement, alors après, tu peux faire les classes, etc. sur un autre. Mais je pense que par exemple, il faut une homogénéité pour que ça marche. Hein. Déjà, il va pas pouvoir comparer mon terrain avec un autre terrain. Ça, je pense que ça marchera pas. Mais par contre, il peut voir son nouveau terrain. Est-ce que la question paysanne et industrielle se retrouve, enfin, comment elle se traduit, quoi. Et donc, je pense que je pourrais m'amuser moi, enfin, faire la même recherche, mettons, dans un autre endroit en France et voir qu'est-ce que ça dit. Mais par exemple, là-dessus, non, c'est plutôt sur on va le voir, il y a un moment, j'arrive à 20 plutôt que 30. C'est encore une restriction, mais parce qu'il y avait les maraîchers. Et les maraîchers, j'ai voulu en voir plusieurs parce que j'avais une hypothèse très particulière. Mais eux, ils construisent peu parce qu'ils n'ont pas trop de. En plus, toi, tu connais. Donc la question des hangars, c'était. Donc j'ai finalement pris 20 qui ont tous la même orientation technique et soit élevage, soit grande culture, hein, et poulet culture élevage, parce que c'est le même genre de. Enfin, il y a une sorte d'homogénéité qui permet à l'intérieur de ça de comparer, quoi. Donc tout ça, je crois que je l'explicite un peu dans le texte et. Voilà. Oui, non, mais tu as raison. La question de la sensibilité. Mais encore une fois, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces données et dans quelle mesure on extrapole. Et donc, je propose de passer à la dernière partie, sauf si encore une question, parce que justement, la question de la corrélation va être encore plus, toutes ces questions vont être encore plus prégnantes. Donc, corréler. Alors, corréler, c'est un sujet intéressant parce que, enfin, les autres aussi, mais dans nos débats sur le déterminisme, les causes à effet, etc., en architecture, qu'est-ce qui détermine la forme, les situations, la forme sur la fonction, etc. Enfin, c'est quand même des grands débats.
Voilà, il fait rêve. Et donc, voilà. Euh, donc, moi, l'enjeu quand même, enfin, bon, j'ai exposé au début, tu as loupé les problématiques, mais c'était notamment d'établir des relations enfin, d'interroger, enfin, de voir si on peut établir des relations entre pratiques agricoles et pratiques architecturales. Oui, il faut que je partage l'écran, merci. Je partage. Hop, partager. Euh, c'est là. Donc au début, j'étais plutôt sur des idées de des idées de partir plutôt voilà des verbatims justement de partir de là pour voir comment les gens comment ils argumentent eux-mêmes leur choix, etc. D'essayer de comprendre comment ça se décortique. Et puis du coup, partant sur les questions un peu quantitatives, en me rendant compte que mon corpus était quand même un peu plus conséquent, assez vite, je me suis dit, mais tiens, par exemple, les hangars, est-ce qu'on peut dire que il y a une relation du nombre de mètres carrés de hangars et de surface agricole? Et qu'est-ce que ça traduit, etc. Sachant, je l'ai pas dit, mais c'est une des spécificités que je trouvais super intéressante des clos masures, c'est que historiquement, il y a une relation de 1/10 environ, mais un 12e, 1/10 entre la superficie du clos en lui-même, délimité par son talus, et les terres cultivées qui étaient associées, le clos étant historiquement au milieu. Donc un clos de 2 hectares a travaillé 20 hectares. Donc, bon, c'est intéressant, ça existait avant l'ère industrielle, ça a des raisons que j'ai essayé d'explorer un peu, qui sont pas toujours très claires, liées à la taille du cheptel, du mouton à l'époque, ou au cidre, à la capacité à abreuver les gens avec le cidre, la boisson qui était peu alcoolisée. Bon bref. Donc il y avait ces relations-là, et moi je me suis dit un peu, bah, est-ce que ce serait génial d'arriver à mettre en place. Est-ce qu'il y a des nouvelles relations aujourd'hui, par exemple, entre non pas la taille du clos, quoique, je vais voir, mais surtout la surface de hangar et les trucs. Voilà. Donc pour ça, bah, le thème scientifique, c'est la corrélation hein, en statistique ou en probabilité. Et donc, donc moi j'ai une formation d'ingénieur, mais ça revient à très loin. Donc je suis retourné sur Wikipédia tout simplement, qui est quand même sur les articles scientifiques assez bien fait. J'aurais pu prendre peut-être que pour la thèse, j'irai chercher un manuel de statistique pour appuyer ça. Mais bon, bref, entre nous là, voilà. Donc la corrélation, c'est quoi? Donc entre plusieurs statistiques, donc typiquement la surface agricole et le nombre de hangars, entre deux variables, de voir s'il y a une notion de liaison qui contredit leur indépendance. C'est le terme de Wikipédia. Donc c'est une double négation, contredire l'indépendance, ou plutôt, moi je le reformule autrement, qui affirme et qui qualifie une dépendance entre ces deux variables. Et donc voilà. Et donc cette corrélation, alors elle peut se faire, pardon, j'ai oublié de mettre ces schémas-là, de plusieurs manières. Ça se fait souvent par une droite, on appelle la régression linéaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être logarithmique, ça peut être exponentiel, ça peut être d'autres choses, mais assez souvent on part de ça. Là, on a juste voilà, donc une droite, c'est-à-dire une fonction affine, y égale à x plus b, entre un y et un x. Là, c'est des illustrations de Wikipédia sur lesquelles il n'y avait pas les y et les x, et qui dit juste quoi? Que les corrélations, ensuite, on peut les mesurer, on peut évaluer leur pertinence. Donc là, il y a 4 exemples, mettons 4 populations différentes de choses, enfin 4 phénomènes. Il y a un phénomène où le coefficient de corrélation, il est entre 0 et 1. Ou moins 1 et 1, mais bon, moi j'ai pris 0 et 1, je vais simplifier. Et quand c'est 1, c'est une super bonne corrélation, donc on a une pure droite, c'est-à-dire que on peut, quand on a x, déduire y, tout simplement, hein, vous voyez là-dessus, je connais x, je trouve y, ou réciproquement. Donc là, on a pour le coup une forme alors pas de déterminisme, mais une corrélation très forte, je vais expliquer pourquoi. Ici, à l'inverse, on a un nuage complètement informe, donc on peut pas savoir si des petits x font des grands y ou pas. Et puis, on a des choses plus ou moins proches. Vous voyez, ici, c'est 0,8. Donc, on sent une droite, mais c'est pas exactement une droite. Et quand on regarde des phénomènes statistiques, c'est jamais vraiment une droite. Hein. C'est souvent plutôt des nuages. Et on considère, alors il y a 2 coefficients. Moi, j'ai pris celui qui s'appelle le R2. C'est son nom, son petit nom. C'est coefficient de détermination linéaire. Je vous donne pas la formule, machin. Mais LibreOffice et Excel, ils vous donnent ça automatiquement à partir de vos données. Et donc, ça permet de mesurer si la corrélation est plus ou moins forte. Et donc, s'il y a une dépendance plus ou moins avérée entre les deux. Petit point justement de méthode, de déterminisme, etc. Le fait que, alors là c'est la fiche Wikipédia corrélation qui le dit, le fait que 2 variables soient fortement corrélées ne démontre pas qu'il y ait une relation de causalité entre l'une et l'autre. Donc le déterminisme, c'est ça, un cause à effet. Un des contre-exemples plus typiques, c'est toujours Wikipédia qui le donne, c'est celui où en fait ces 2 variables sont liées par une causalité commune.
Donc on pourrait croire que A implique B parce qu'il y a une bonne corrélation, et en fait non, c'est que un autre truc, C a impliqué A et C a impliqué B, et donc, mais alors que la réciproque serait peut-être pas vraie. Donc on peut peut-être pas faire le chemin inverse. Okay, donc les corrélations, ça permet voilà de qualifier s'il y a une coexistence de phénomènes, si probablement il y a une coexistence de phénomènes. Okay, donc je vais donner des détails, hein, un exemple concret là. Et donc l'exemple que j'ai pris, c'est donc la taille des exploitations et la taille de leur parc immobilier, donc des hangars. Voilà, j'ai pris les hangars modernes. Alors, je définis ce que c'était le hangar moderne. Ça, c'est une construction ancienne. Là, on est parmi un des plus gros agriculteurs qui a construit un immense hangar. C'est pas le plus grand de ces hangars d'ailleurs, mais il est en cours de construction. Voilà. Donc, c'était aussi pour pas être que dans les courbes, hein, de revenir un peu dans les mesures. Donc, voilà. Et donc chercher à faire le lien entre la taille des exploitations et leur parc immobilier de hangars modernes. Alors, en fonction des données récoltées, j'ai pu faire le test sur 22 exploitations, pas 30. Alors 22, c'est pas rond non plus, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est celle. Alors j'aurais pu le faire sur 24, 25, mais il y en a, c'était tellement alambiqué, j'en avais un peu marre. Donc c'est aussi comme ça que je me suis arrêté à 22, parce qu'en plus il y avait des trucs de reconstruction. Enfin bon, c'était trop complexe. Il y avait des situations un peu trop indéterminées, enfin trop. Moi-même, j'étais pas sûr de bien pouvoir. Donc là, je me suis arrêté sur 22. Donc 22, c'est pas une population gigantesque, hein, j'en ai bien conscience d'un point de vue statistique, mais quand on fait le nuage de points, l'équivalent de ça, on obtient ça. Alors, on sent qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, possiblement une sorte de droite, mais eux, ils nous font tout foirer, ces deux-là. Donc, si je fais tracer la fameuse droite, je demande à Excel de me tracer, le R2, hein, le R carré, le fameux, c'est 0,29. Donc, 0,29, c'est quand même pas bon, quoi. Pour que ce soit bon, c'est plutôt voilà, autour de 0,8. Donc ça, j'en ai parlé aussi avec une amie statisticienne qui m'a un peu aidé. Il faudrait que je retrouve le bon manuel qui confirme ça. Je précise aussi dans le genre sensibilité, c'est que moins on a de variables, plus si on en a la lune ou pas, enfin plus le modèle est sensible. Hein, voilà. Alors ces deux-là, moi j'étais quand même embêté, mais il se trouve que, et là j'ai pas triché, ces deux-là, c'est les plus gros et ils ont plusieurs sites. Et moi j'ai pas visité les autres sites. Et d'ailleurs, par exemple, celui-là, je crois, ou celui-là, je sais plus lequel. Au début, il était plutôt ici, mais il y en a un, c'est celui qui a repris le site de l'autre qui est retraité. Donc, j'ai compté ces hangars-là dans son cheptel, puisque finalement, il s'en sert. J'avais pas compté sur son site initial, mais après tout, en fait, il s'en sert quotidiennement. Il met des patates dedans et voilà. Donc, lui, il est remonté. Donc là, tout cela, c'est ceux qui ont un corps de ferme, éventuellement un autre sur lequel j'ai pu calculer les superficies d'hangar. Lui, celui qui a 1000 hectares, il a 500 hectares en Bretagne, donc j'ai aucune idée, j'ai aucune idée de son truc. Et lui, pareil, il a 700 hectares, il en a repris d'autres, mais j'ai pas visité tous les autres, j'ai pas pu le faire. Voilà. Donc, pareil, ça se fait visiblement assez couramment, c'est d'éliminer les variables, plus comment ils disent, anormales ou anormalement hautes, anormalement basses, sachant que celle-là, en gros, si je comptais les sites, j'imagine que ça ferait remonter verticalement, parce que ici j'ai la SAU que je connais, mais ça ferait remonter le chiffre de hangar. Donc j'ai éliminé ces deux-là. Si on élimine ces deux-là, on a un R2 de 0,79, donc quasiment 0,8. Et donc c'est plutôt une bonne corrélation, quoi. Voilà. Alors évidemment, on voit qu'ils sont pas tous à arranger dessus, mais ça veut dire que cette droite-là qui a été calculée, qui est la meilleure droite d'un point de vue mathématique, celle qui correspond le mieux à tout ça, les autres, ils sont pas trop mal dispersés autour, quoi. Je pense que le coup de bol, c'est aussi, si on discutait vraiment sensibilité, que celui-là, il tombe bien, enfin celui-là et celui-là, ils tombent bien, et peut-être que ça doit jouer dans la formule mathématique, et voilà. Donc j'ai bien conscience que ça a ses limites, hein. Ça n'est que 20 exploitations. Et j'ai expliqué pourquoi j'en avais éliminé deux, ça me semblait une hypothèse probable. Voilà. Alors peut-être d'ailleurs que j'avais fait un essai juste pour aller au bout, peut-être que ça aurait pu être logarithmique, donc plutôt une courbe comme ça, et c'était celui-là qui sortait du lot. Hein, mais c'est vrai que, alors on en arrive à la formule qui est intéressante, hein, c'est des maths, désolé, mais il y a une droite affine qui s'exprime en AX plus B, un rappel du lycée, et donc A c'est 21 et X plus B c'est 305. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on oublie temporairement ça, si la droite passait à l'origine, on aurait 0. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Que pour X, c'est 1 hectare, donc que pour 1 hectare de surface agricole, on a en moyenne à peu près 20 mètres carrés de hangar, 21. Donc 20 pour faire simple. Donc, si on en a 100, on aura 100 fois 20, 2000, etc. Et donc ça, le corpus que j'ai étudié, en tout cas, donne cette tendance. Et évidemment, on voit bien que ça peut être plus ou moins, hein, donc c'est plutôt une tendance.
Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on avait un dixième entre la surface agricole et la superficie du Clos-Mazur. Aujourd'hui, sur ce corpus, avec précision sur les OTEX, les orientations techniques, etc. Mais malgré tout, avec toutes les orientations politiques qu'on a, on se retrouve plutôt avec cette relation de probabilité. Et le 305, mine de rien, je me suis dit, tiens, mais quel sens je peux donner à ça? Parce que c'est une formule mathématique, enfin un calcul mathématique qui m'a donné ça. Mais ça voudrait dire que si on a 0 SAU, enfin, c'est-à-dire que à minima, on a au moins 300 mètres carrés de hangar. 300 mètres carrés de hangar, c'est un hangar de 12 mètres par 25 mètres. C'est un peu le plus petit que tu fais comme hangar aujourd'hui, quand tu construis un hangar moderne, hein, je veux dire. 12 mètres de portée, maintenant c'est super courant, tu fais 5 travées, tu arrives à 5 fois 5, 25 quoi. 30 ou 6 fois, bon bref, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Enfin tout ça pour essayer d'expliquer ces chiffres-là, leur donner du sens, quoi, les interpréter. Et puis alors, c'est presque fini. Bon, après, mon OPEX, quand même, la question, c'est de se dire, ça d'ailleurs, on le savait un peu, d'ailleurs, intuitivement, plus les gens construisent, etc. Eh bien, si on regarde, si on met cette fois en couleur avec mes classes d'OPEX, donc d'orientation politique et d'exploitation, vert foncé, c'est très paysan, vert clair, tendance paysanne, bleu indéterminé, orange, tendance industrialisée, et rouge, très industrialisée. Ce que j'observe, moi, quand même, sur ce corpus-là, c'est qu'il y a, du coup, je le mets ici, un seuil. Alors, évidemment, d'un point de vue constructif, entre les très industriels, les indéterminés, machin, ça fait plutôt un paquet, hein. Pas évident de dire, voilà. Mais il y a l'air d'avoir ici une limite, là, entre les tendances industrialisées et très industrialisées, autour de 3800 mètres carrés de hangar et 170 hectares de, enfin, ça correspond ce point-là, hein, à peu près à ce seuil-là. Évidemment, si on regarde dans le détail, bah, lui, il est très industrialisé, il a un peu moins de hangars, hein, il a un peu moins de 3800, il a un peu plus, mais si on regarde perpendiculaire à la droite, on trouve à peu près ce seuil-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre en petite subtilité, mais je sais plus quoi. Bref. Et voilà, et donc ça permet quand même aussi de se dire qu'en fonction de l'orientation politique, on va quand même... Ah oui, si, c'est qu'il y a un petit bémol, c'est que bien sûr, l'OPEX, vous vous souvenez, un des critères, c'est la SAU, la surface agricole utile. Donc c'est normal, enfin, il y a une sorte de biais, je l'ai bien explicité, mais il vaut que pour c'est un des critères, c'est 7, donc il vaut que pour un 14e du score. Voilà. Donc forcément, il y a mon indice lui-même prend en compte la SAU, mais parmi entre autres d'autres critères, la vitesse d'agrandissement, tout ça comptant que pour un 14e, et puis d'autres critères qui comptent plus. Donc voilà. Et donc CQFD, j'avais envie de finir par ça. Vous savez, la formule mathématique, ce qu'il fallait démontrer, qui est une formule volontairement un peu tirée des sciences dures, où on fait tout un raisonnement très clair. Je ne sais pas si en sciences sociales, j'écrirai ça à la fin, mais utilisant des outils un peu scientifiques, ça me semblait, voilà. J'ai déjà un peu précisé la portée de ce résultat, 20 exploitations, des OTEX assez homogènes, et donc voilà. Et donc après, ce que je disais, c'est que pour croiser ou recorréler ça, enfin, avec des résultats qualitatifs, il y a tous les entretiens qui permettent d'expliquer et d'analyser les facteurs. Et j'appelle ça les engrais. Qu'est-ce qui fait pousser les hangars? Qu'est-ce qui pousse les agriculteurs à... Voilà. Donc après, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de raconter aujourd'hui, mais qui permettent finalement d'expliquer ces phénomènes dont les corrélations sont établies et donc de regarder les éventuelles relations de cause à effet. Voilà. On est bon en termes de temps. Alors, Léna. Oui, merci Guillaume en tout cas pour la présentation, pour toutes ces informations. Déjà, moi j'ai une première question, c'est par rapport justement aux critères que tu choisis, par exemple, donc mètre carré de hangar par rapport au SAU. Est-ce que tu as tenté de faire ce même graphique, mais sur d'autres critères, sur d'autres points de vue qui auraient pu te sembler tout aussi pertinents en fait? Oui, alors je l'ai fait pour la vitesse d'agrandissement, où la corrélation est encore meilleure. Vitesse d'agrandissement de SAU et vitesse de construction de hangar. Donc là, cette fois, c'est une vision plutôt dynamique, c'est rapporté au nombre d'années. Et donc là, j'arrive à plus que 0,8. Donc ça, je l'ai fait pour ça. J'ai essayé de le faire. Alors, j'ai mon petit fichier là, mais je ne sais plus pourquoi j'ai essayé de le faire. Donc, il faudrait que je regarde. Si, j'ai fait des trucs, mais qui n'étaient pas très concluants. Alors après, faudrait que je vous mon tambouille là. J'ose pas l'ouvrir devant vous là. Non, mais là, je crois que vous voyez que cet écran là. Faudrait que je regarde.
recensement, analyse en gare, parce que j'ai évidemment fait plusieurs essais. À un moment donné, j'avais essayé d'enlever les deux plus petits parce que j'avais enlevé les deux plus gros. Bon, bah, ça me donnait une moins bonne corrélation. Donc, je me suis dit, après tout, pas enlever les deux plus petits parce que j'avais pas de raison finalement de les enlever à part par méthode puisqu'on a enlevé les deux plus gros. Mais qu'est-ce que j'ai fait non, c'est sûr. Non, mais là, bah, il faudra que je vois. Hein, je vais le voir un peu au fur et à mesure, mais c'est aussi parce que je pressentais quelque chose là-dessus. Il y a un peu la question des. En fait, c'est super long à faire. Hein. On se rend pas compte là parce qu'il y a les petits nuages de points, mais aller calculer tout ça, c'est franchement long. Donc à un moment donné, je me suis dit peut-être que je vais calculer. C'était quoi? Des linéaires? Oui, le bâti ancien. Parce que là, je suis sur le chapitre bâti existant. Donc là, comme ils ont tous un peu des largeurs à peu près de l'ordre de 6-7 mètres, peut-être qu'il vaut mieux calculer plutôt le linéaire de façade que la surface. Donc je me suis dit, je pourrais commencer à recenser ça, mais en fait, franchement, je suis un peu fatigué d'avance, et donc je le ferai que si vraiment. Mais ouais, voilà, c'est du boulot quoi d'aller. Et puis pour le faire, faudrait que je le fasse au moins pour 20 exploitations, parce que sinon, il y a un moment donné, ce sera trop, à mon avis, trop peu représentatif, et donc je suis pas sûr de. Voilà, mais peut-être que je le ferai sur les pratiques. Mais bon, pour l'instant, je suis pas parti pour le refaire. J'ai pas prévu de le refaire. Mais si vous avez des suggestions ou des intuitions, ouais, parce que quand même pour le coup, évidemment qu'on on se lance pas là-dedans sans une intuition. Et là, pour l'instant, j'ai pas eu le besoin, j'ai pas ressenti pour l'instant le besoin d'aller faire cette démonstration sur d'autres trucs, quoi, d'autres critères. C'est vrai que dans mon expérience personnelle, du coup, j'ai essayé de refaire à peu près la même méthodologie, donc en identifiant des profils d'usagers qui étaient par exemple plus sensibles à la perception de chaleur. J'ai aussi fait donc par rapport à leur propre appréciation des espaces publics que je traitais. Et moi, au contraire, donc quand j'ai essayé de faire ce tableau à nuages de points, il n'y a aucune corrélation. Donc là, moi, au contraire, c'était vraiment la grosse boule au centre de mon graphique et la corrélation, enfin le coefficient proche de 0. Donc c'est vrai que je me suis demandé, est-ce que c'est parce que j'ai pas utilisé les bons indices dès le départ? Est-ce que finalement c'est pas les bonnes corrélations qu'il faudrait faire? Donc c'est vraiment un aller-retour en fait entre les différents types de données que l'on a, essayer de trouver pour qui, pourquoi et comment ça peut marcher et comment on peut faire parler ces données quoi en fait. Ouais, non, c'est ça. Après, moi, en fait, j'ai essayé de faire des trucs ici au texte, justement, par orientation technique des exploitations pour voir. Mais en fait, bon, moi, ça m'a aidé à mieux comprendre mon corpus, mais ça me servait pas spécialement dans la démonstration. Mais il faut en passer par là. Et en fait, on dit toujours que les échecs font partie de la recherche, mais montrer tous les échecs, à un moment donné. Enfin, soit il y a et je pense qu'il y a peut-être deux types d'échecs, quoi. Il y a des échecs qui sont enfin, qui apprennent vraiment des choses. Puis il y a des échecs qui sont peut-être juste que, bon, c'était pas très intéressant. Voilà. Il y a peut-être certains échecs qui sont intéressants, pourquoi pas. Enfin, ou plutôt, c'est pas des échecs, mais tu t'attendais à ça et puis en fait, t'as un nuage de points. Et si c'est vraiment vrai, bah, ça veut dire que faut reposer peut-être autrement la question, quoi. Où ça veut dire qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de corrélation pour le coup, oui, entre perception, c'est ça, je sais plus ce que c'était, tes deux critères, perception par les usagers et appréciation de l'espace. Ouais. Perception thermique et appréciation de l'espace. Après, c'est... Bah, c'est sûr que là, j'en suis à mon premier test, donc peut-être que il va falloir que je fasse justement ce travail de chercher, on va dire, quels sont les meilleurs indices qui peuvent correspondre. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est un travail qui est de longue haleine, qui demande beaucoup de tests et qui demande d'être un peu rigoureux et endurant, on va dire, sur ces questions-là. Ouais. Après, moi, j'ai fait juste un truc, je peux peut-être vous montrer, c'était sur la question du bio. Parce que le bio, c'est binaire. Hein. Enfin, d'un point de vue du label, on est bio, on n'est pas bio. On peut pas être intermédiaire, on est labellisé, on n'est pas labellisé. Alors, on peut tendre vers le bio, il peut y avoir plein d'autres situations là, mais sur la question de la certification, c'est binaire. Et il se trouve que j'avais fait un entretien justement avec quelqu'un de l'agence bio, de la promotion du bio, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est là. Hein, elle existait encore. Si elle existe encore, ouais, enfin à l'époque elle existait et elle était passée, c'est pour ça que Valérie fait la remarque. Et lui disait que dans le Pays de Caux, c'est particulier, être bio finalement, c'est une forme de militantisme, enfin d'affirmation parce que ça clive les agriculteurs, quoi. Mais dans le Pays de Caux parce que les terres sont fertiles. Et du coup, j'essaie de retrouver.
Où est-ce que je l'ai mis? Je le retrouve pas, mais j'ai regardé du coup par rapport à mon critère. Alors pareil, mon critère, si on était bio, ça fait partie de l'OPEX, mais si on n'est que bio, on n'a que -1. Il faut être bio plus une autre pratique agroécologique pour être à -2 dans ce que j'ai proposé. Et donc, ben, on voyait bien quand même que, et j'essaie de retrouver le schéma, ça faisait un autre type de graphique, mais où ouais, tac, c'est ça, où on voit bien que l'OPEX aussi est assez radicalement réparti autour de ça. Hein. Hop, et je vous montre juste à quoi ça ressemble. Je le cherche. Il n'est pas partagé l'écran? Ben, tant mieux parce que ça défile. Non, c'est le bazar sur mon. Hop, c'est où le truc du bio là? Ah non, mais alors je l'ai peut-être même pas mis dans mon. J'ai dû le garder pour moi. Ah si, voilà, il est là. Hop, partager l'écran. Hop, partager. Et c'est où? C'est celui-là. Hop. Donc là, bah, la variable, c'est un peu comme les histogrammes tout à l'heure, il y a soit pas bio en bas, soit bio en haut. Hein, et puis j'ai mis les couleurs. Et donc ce qu'on voit, c'est que il y a un chevauchement, on va dire, au niveau de l'OPEX entre -10 et -3, enfin -8 et -3, où on peut être bio ou pas bio, mais que clairement ceux qui sont les plus poussés vers la voie paysanne, ils sont bio, et que ceux qui sont le plus poussés vers la voie industrielle, bah, ils sont pas bio, quoi. Voilà. Non, mais bref, ça a été une manière aussi. Enfin, c'est un type de corrélation quand même. On pourrait dire alors, sauf que les variables c'est oui, non, donc, mais ça permet quand même d'apprécier ça, quoi. Donc, c'était une autre manière de regarder ça. Ouais. Alors, moi, je voulais juste parler aussi d'un autre mode de corrélation de données qui pourrait être fait, enfin, en tout cas, que moi, je vais essayer de tester pour ma recherche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je fais une analyse architecturale, je fais du relevé thermique, et en troisième lieu, je fais des entretiens, donc l'entretien d'usagers dans des espaces. Donc, c'est vrai que pour nuancer ce que je disais au début pour le choix du corpus, j'ai 3 espaces, mais par contre, ensuite, j'ai mené une centaine d'entretiens en tout, dans les 3 espaces. Et en fait, j'avais vraiment envie de garder justement ce côté qualitatif et sensibilité, récit des usagers dans justement la retranscription et la corrélation de ces données. D'autant plus que je voulais la mettre au regard aussi donc de l'analyse architecturale. Et en fait, j'ai trouvé donc une étude qui parle du transect, donc qui est vraiment un outil d'analyse et de retranscription des dynamiques et de la fabrique d'un territoire. Donc c'est emprunté au géographe et il est défini comme un dispositif d'observation de terrain ou de représentation d'un espace le long d'un tracé linéaire ou selon la dimension verticale destinée à mettre en évidence une superposition, une succession spatiale ou des relations entre phénomènes. Donc c'est vrai que là où moi ça va beaucoup m'aider, c'est que par exemple je peux dans une coupe spatiale de mon espace, eh bien, je peux représenter à la fois justement les différents relevés thermiques, enfin les différentes ambiances thermiques que j'ai pu relever dans mon terrain, et en plus je peux justement positionner, on va dire, des récits ou des verbatims de personnes qui ont vraiment commenté ou ont donné justement une perception thermique à un instant T. C'est vrai que comme moi, j'ai aussi cette différence et cette nuance que les récits que j'ai pu récolter sont vraiment déterminés à un instant parce qu'effectivement, je suis allée dans l'espace quand il faisait chaud pour savoir comment il se sentait et comment il ressentait l'espace. C'est vrai que c'est intéressant de les situer à la fois dans l'espace, dans le discours et effectivement dans ces relevés thermiques-là. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est pas mal intéressant et qui peut justement mettre en valeur et faire parler les différents types de données en même temps dans une représentation. Mais du coup, tu as fait des entretiens avec. Est-ce que tu es dans l'espace public ou tu es aussi dans les logements? J'ai pas compris. Oui, c'est pas clair. Je suis que dans l'espace public. Moi, je suis vraiment. Donc, par exemple, j'ai travaillé donc à Rouen sur l'allée Eugène Delacroix, dans la Aude-Robec et sur la place du 19 avril 1944. Et donc, vraiment, moi, c'est vraiment la perception thermique des espaces, enfin, des usagers dans les espaces publics. Est-ce que tu veux définir un peu plus tes espaces? Parce que c'est ça qui est important quand même. Ça veut dire quoi? Pourquoi tel lieu plutôt que tel autre?
les trois espaces que j'ai choisis, ils sont. Ça fait partie de la méthodologie, hein, parce qu'on parlait beaucoup de chiffres. Il y a aussi la description et les mots doivent être choisis. C'est ce que j'expliquais un petit peu au début. En fait, ils ont été choisis vraiment selon des caractéristiques architecturales très particulières. Après, c'est c'est important de dire lesquels. À place, par exemple, parce que justement, étymologiquement parlant, c'est pas des places. J'ai une rue, une allée et une place. Donc, c'était pour moi la raison pour laquelle j'utilisais le terme espace. Après, pourquoi ces trois espaces plus que l'autre? Plus que d'autres, parce que ils rentraient justement dans les caractéristiques de ce que je recherchais d'un point de vue justement rafraîchissement, enfin analyse du rafraîchissement urbain. D'accord. Je pourrais rentrer plus dans les détails, mais ça serait peut-être un petit peu long. Oui, ça fait partie, à mon avis, c'est le b.a.-ba, la méthode qualitative. Pourquoi tel espace? Qu'est-ce que ça veut dire, espace public? Mais elle va le faire dans la thèse, j'ai bien compris. Là, c'est juste que là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Et moi, ce que je note, c'est comment puisque la notion de transect, ça permet d'avoir la verticale. Et or, les gens, les entretiens, ils vont être. Ça, c'est une alarme? Bon, c'est une bonne manière de terminer. Mais bon, on en discutera. Mais ça m'intéresserait de comprendre comment la verticale, tu la traites pour les témoignages, parce que je pensais qu'à un moment donné, il y aurait peut-être des gens au balcon ou je sais pas quoi. Mais si c'est l'espace public, les gens sont en bas. Non. Alors, juste pour terminer très rapidement, parce que justement, je me suis un peu confrontée à cette idée que c'était un peu trop vertical pour moi et qu'il y avait ça perdait un peu la notion de profondeur sur certains points. Et du coup, j'ai préféré faire plutôt en axonométrie ou en plutôt une petite oiseau pour pouvoir justement mieux situer, on va dire, les personnes dans l'espace, même s'ils sont en bas et dans la rue, savoir où est-ce qu'ils se situaient dans la rue, si c'était près du groupe, si c'était loin des bandeaux, ce genre de choses. Et je suis désolé, Léna, on a une alarme incendie et il faut vraiment que j'y aille.